Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Le groupe conférence du Master 2 Droit social et gestion des ressources humaines est très heureux de vous accueillir pour cette table ronde autour du thème de la négociation obligatoire. Donc cet événement s'inscrit dans un cycle de 3 conférences, dont la prochaine et dernière aura lieu dans 1 mois exactement, le 14 mars 2019, et qui portera sur un thème RH cette fois, la charge mentale et les nouvelles technologies. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour cette table ronde des intervenants de qualité et nous les remercions très chaleureusement. Excusez-moi. Donc tout d'abord, Monsieur Bruno Carraro, qui est chargé de mission pour la CFDT. Madame Sophie Da Silva, qui est directrice des ressources humaines du Leclerc de Montargis. Et que nous remercions particulièrement puisqu'elle a accepté de remplacer au pied levé Monsieur Palu qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Ensuite, Monsieur Pierre Fabre qui est responsable de l'unité départementale d'Indre-et-Loire de la Directe. Et nous remercions également en particulier la Directe avec qui nous avons un partenariat fécond depuis maintenant près de 2 ans. Maître Jérôme Lamal, qui est avocat associé au sein du cabinet TEN France. Et nous avons la chance cette année d'avoir TEN France comme parrain de promotion. Et enfin, Monsieur Michel Morand, qui est avocat associé au sein du cabinet Barthélemy, cabinet que nous remercions également, et qui est professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Merci. Concernant le déroulement de la soirée, 5 grandes questions au total seront posées aux intervenants et qui chacune seront suivies de questions plus spécifiques sur le même thème. En moyenne, 20 minutes seront accordées à chaque grande question, puisque nous sommes nécessairement contraints par le temps et qu'un sujet aussi vaste que la négociation obligatoire ne saurait être couvert en moins de 2 heures. Pour pallier, vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin aux intervenants. Et enfin, la table ronde sera suivie d'un cocktail auquel vous êtes conviés et qui permettra de continuer à échanger avec les intervenants et entre nous également, dans un cadre moins formel et plus convivial. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comme Claire, je tiens avant tout à vous remercier d'être venu à cet événement concernant la négociation collective obligatoire. Alors, je vais commencer par vous faire une brève intro pour ouvrir les débats et ensuite je laisserai la parole à nos intervenants. Alors, il faut savoir que le développement de la négociation collective telle qu'on la connaît aujourd'hui est un phénomène relativement récent. En effet, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il existait déjà une forme de négociation informelle dans les établissements syndicalisés et qui avait lieu par le biais des représentants du personnel. En septembre 1981, le ministre du Travail, Jean Auroux, avait remis au président de la République un rapport sur les droits des travailleurs. Ce rapport avait pour but de promouvoir une démocratie économique fondée sur de nouvelles relations de travail, mais également sur la restauration et l'élargissement des droits des travailleurs. Toutefois, il faut attendre 1982 et les lois Auroux pour voir naître la négociation collective comme un processus formel reposant sur un engagement mutuel des parties. Alors à cette époque, il y avait seulement 5 grandes organisations syndicales qui étaient reconnues représentatives et qui pouvaient signer les accords collectifs. Depuis la loi du 20 août 2008, l'accord collectif a été doté d'une forte légitimité puisque désormais la signature des accords collectifs est réservée aux syndicats ayant recueilli suffisamment de suffrages lors des dernières élections professionnelles. Alors si en 1982, le développement de la négociation collective a été forcé avec l'obligation de négocier sur certains sujets, aujourd'hui le législateur a changé son fusil d'épaule et cherche plutôt à inciter la négociation. On peut par exemple citer la loi El Khomri, qui a créé un régime dérogatoire qui est uniquement accessible par voie conventionnelle
et qui, pour l'entreprise, est plus favorable que les dispositions légales. Enfin, dans la lignée de cette méthode incitative de développement de la négociation collective, les ordonnances du 22 septembre 2017, également appelées les ordonnances Macron, ont permis de modifier la périodicité de la négociation obligatoire. Et dès lors, on peut s'interroger sur le fait d'être passé ou non d'une négociation obligatoire forcée à une négociation, dirons-nous, plutôt choisie. Alors, à présent, je vais laisser la parole à nos intervenants et nous allons pouvoir commencer sans plus attendre la table ronde. Je vous remercie. Donc, pour commencer, nous allons nous intéresser à la délimitation de la notion de négociation obligatoire au niveau de la branche. La branche professionnelle, en tant que niveau de négociation collective, est encadrée par les dispositions de l'article L 2232-5 et 1 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016 et l'ordonnance du 22 septembre 2017 consacrée à la négociation collective. Les branches professionnelles peuvent désormais choisir, par accord collectif, d'aménager la périodicité et le contenu des thèmes de négociation. Il y a donc désormais une nouvelle architecture à 3 niveaux. D'une part, l'ordre public, avec notamment les thèmes de la négociation auxquels on ne peut pas déroger. D'autre part, le champ de la négociation collective, qui permet à la branche de définir la périodicité des négociations. Les possibilités d'aménager la périodicité est encadrée dans une période d'1 à 4 ans pour les thèmes suivants. Les salaires, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les conditions de travail, la GPEC et la prise en compte des risques, les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et la formation professionnelle. Cette limite est portée à 5 ans pour la classification, le plan d'épargne par la retraite collective interentreprise. Enfin, les dispositions supplétives qui s'appliquent en l'absence d'accord imposent une négociation annuelle sur les thèmes précités. À présent, je vais m'adresser à nos chers intervenants. Qu'est-ce qu'une négociation de branche obligatoire, notamment celle en dehors des dispositions légales? Voilà, je vous laisse la parole. Sur la problématique de la négociation obligatoire, moi, ça me choque un peu, si vous voulez. Le terme obligatoire dans une négociation. Enfin, c'est comme ça, effectivement, qu'il faut l'utiliser, puisque les textes prévoient qu'au niveau de la branche, il y a un certain nombre de négociations obligatoires. Seulement, si vous voulez, dans ces négociations obligatoires, notamment sur un certain nombre de thèmes qui relèvent de cette négociation, on a un peu le sentiment, pour connaître un peu, moi, ce type de négociation, on a un peu le sentiment, si vous voulez, que c'est souvent pour respecter, mais c'est aussi un peu vrai dans l'entreprise, c'est souvent pour respecter des obligations, et donc la négociation est purement formelle. Si vous voulez, quand on regarde un certain nombre de négociations sur les thèmes de l'égalité professionnelle, sur un certain nombre de thèmes de ce type pour lesquels il y a cette obligation, ouais, on sent bien que les partenaires sociaux ont tendance à essayer de se limiter à un peu recopier les dispositions légales. Alors effectivement, il y a de grands accords, mais quand on regarde l'efficacité de ces accords sur ce thème-là, et notamment les conséquences que ça peut avoir dans l'entreprise sur la diminution des écarts de rémunération notamment, on s'aperçoit que ce n'est pas d'une grande efficacité puisque le problème se pose et continue de se poser. Donc si vous voulez, la négociation obligatoire au niveau de la branche, là, au fond, quand on regarde ça, là, une négociation qui est... Enfin, je pense qu'il y a des négociations, si vous voulez, qui sont sans être obligatoires, ou qui étant obligatoires, sont plutôt plus efficaces ou plus vertueuses. C'est-à-dire que, par exemple, on va occulter la négociation sur les salaires, bien évidemment. Donc la négociation des minima conventionnels, c'est un thème bien évidemment important, mais avec aussi, si vous voulez, une conception qui
et qui tient au fait que la négociation d'entreprise qui porte sur les mêmes thèmes, la tendance est que les négociateurs de branche, vus du côté des organisations patronales, ont plutôt tendance à minimiser la négociation de branche pour laisser effectivement une place à la négociation d'entreprise sur cette thématique. Voilà. Donc cette négociation sur les salaires, bien sûr, elle est obligatoire et elle est fondamentale. Et puis, naturellement, il y a tout ce qui touche aussi au domaine de la protection sociale et qui renvoie, s'il vous plaît, au fond, à cet aspect un peu régulateur de la négociation, régulateur au plan économique, de la négociation de branche. Donc ce rôle de la négociation de branche comme régulateur économique, et social aussi, mais régulateur économique est effectivement relativement essentiel sur ces thèmes-là, protection sociale et salaire. Voilà. Pour le reste, après, il y a effectivement les autres négociations obligatoires pour lesquelles il y a un peu moins de dynamisme de négociation, sans doute. Bon, en fait, c'est la perception que j'ai un peu de la situation. Moi, juste, je reviens, en fait, bon, vous avez posé la question, mais sur ce qui figurait sur le document, il y a un lien qui me paraît quand même intéressant, c'est-à-dire ce qui relève de la négociation obligatoire dans la branche et le lien qui est fait avec l'accord d'entreprise. Et en posant la question suivante, est-ce que cette place de la négociation obligatoire dans la branche renforce, au contraire, diminue avec l'essor de l'accord d'entreprise? Moi, je pense, la question est très intéressante, mais je pense qu'elle est un peu prématurée parce qu'on ne mesure pas encore les impacts qu'il peut y avoir liés à l'ordonnance consacrée à ce problème-là de septembre 2017. Puis moi, ce que j'observe aussi aujourd'hui, c'est que très classiquement, une grande majorité des accords d'entreprise, de toute façon, tournent encore autour de l'épargne salariale et des questions de salaire. Donc cette question-là, à mon avis, il faut la garder telle qu'elle et peut-être la reposer un peu plus tard quand on aura un recul un peu plus important que l'année et demie qui s'est écoulée. Mais c'est effectivement une question centrale. Je ne voudrais pas mobiliser la parole, on me le reproche souvent, mais sur ce lien, puisque je participe à un certain nombre de négociations de branche, pour l'instant, le comportement des négociateurs de branche, c'est toujours effectivement de considérer que la convention collective ne doit pas forcément prendre en considération la capacité qu'a l'accord d'entreprise d'y déroger. Donc, la négociation continue à exister comme par le passé. Et avec une particularité, moi, ce qui me surprend beaucoup, en revanche, c'est que, d'abord parce que la convention collective, malgré tout, a un rôle supplétif, hein, ne le voyez pas en l'absence d'accord d'entreprise qui en disposerait autrement sur certains thèmes, mais ce qui me surprend beaucoup c'est du côté du ministère, la politique d'extension. Quand on regarde l'extension des accords depuis effectivement les ordonnances Macron, il y a systématiquement dans les arrêtés d'extension des réserves quand il s'agit d'un thème qui peut permettre à un accord d'entreprise d'y déroger. Alors ça, c'est extrêmement étonnant. C'est-à-dire que l'accord, par exemple, on crée une prime quelconque, bon, imaginons, l'accord est étendu, mais le ministère dit sous réserve qu'on rappelle qu'il est possible d'y déroger par accord d'entreprise. Donc ça, c'est un peu surprenant quand même. Et c'est étonnant de la part du ministère. Enfin bon, politique d'administration, en matière d'extension. Je pense que la négociation de branche aujourd'hui, c'est le symptôme du manque de maturité à négocier. Quand on dit une négociation obligatoire, il faut arrêter de se raconter des conneries. On a l'obligation de s'asseoir autour d'une table, de faire un papier comme quoi on est ouvert et de faire un papier comme quoi on a terminé la négociation et qu'on ne s'est pas tombé d'accord. Voilà, ça c'est la vraie négociation obligatoire. Pour négocier, il faut être au moins deux à avoir envie de négocier. Il faut avoir des intérêts qui soient si possible pas les mêmes. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sur ce qu'on appelle une négociation à somme nulle, c'est-à-dire que ce que je te donne, en fait je le perds, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut trouver des systèmes de négociation qu'on dit à somme non nulle, c'est-à-dire que d'un côté, moi je vais obtenir un peu de salaire, de l'autre côté, par exemple, l'employeur va obtenir un peu de souplesse sur certaines choses, et là on pourra avancer. Et quand on voit dans le premier bloc de négociation ces 13 thèmes, je crois, qui sont impératifs à l'entreprise, c'est bien le signe qu'on a aujourd'hui, on n'a pas confiance dans la capacité des entreprises à négocier. Et je pense qu'aujourd'hui, l'état des textes, c'est une première étape, c'est-à-dire que aller vers plus de négociations dans l'entreprise, c'est plutôt une bonne chose parce que quand on regarde une décision de branche, si elle est prise à l'aune des plus grandes entreprises, elle ne s'applique pas aux petites parce qu'on risque de les foutre dans la merde. Et si on prend à l'aune des plus petites, ça n'a aucun intérêt pour les grandes parce qu'ils sont déjà au-dessus de ce qu'on aurait pu négocier. Donc à un moment donné, c'est comment se dire, on arrive par l'expérience, et je rejoins vos propos, c'est trop tôt aujourd'hui. Il faut qu'on se laisse peut-être une génération de syndicalistes et de patrons pour pouvoir arriver à avoir confiance que le mode de syndicalisme, parce qu'on dit souvent les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et les patrons, mais la connerie est harmonieusement répartie. On ne peut pas avoir d'un côté le syndicaliste de compte
contestation qui bloquent tout parce que la convention collective c'est sacré et on s'agenouille tous les matins devant. Et à côté de ça, d'autres qui disent ouais, bah, la convention collective, aujourd'hui, si on regarde bien, prenez les indemnités de licenciement. Il y a plein de conventions collectives qui sont aujourd'hui en dessous de ce que nous dit le Code du travail. Donc à un moment donné, la convention collective, ça a eu son intérêt. On est en train d'évoluer, de fusionner des branches, donc il y a des choses qui vont bouger. Et progressivement, il faut qu'on fasse la démonstration que la branche, elle doit être un garde-fou sur des grands principes où on a besoin d'apporter une cohérence tant au plan économique qu'au plan social, et puis après derrière faisons confiance aux partenaires sociaux. Mais ça sous-entend aussi que les salariés comprennent que voter pour celui qui fait peur à l'entreprise, c'est pas forcément voter pour son avenir. Donc il y a plein de choses comme ça qui doivent évoluer progressivement, et le syndicalisme de contestation qui a eu toute sa raison d'exister à une époque a peut-être moins sa place maintenant, et ce qu'on appelle le syndicalisme réformisme ou pragmatique ou d'engagement, enfin les différents thèmes qui sont là, c'est à un moment donné ça va être de dire oui, ce syndicalisme-là je me reconnais dedans, je vote pour ces personnes-là, et j'envoie un signal à l'employeur comme quoi je préfère négocier, enfin, je préfère que quelqu'un négocie que d'être dans la cour avec une pancarte où c'est marqué « je suis pas content ». Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Non. Excusez-moi, oui. Simplement un point, c'est qu'on parle de négociation de branche d'une manière très générale, simplement pour préciser qu'il y a aujourd'hui des centaines de branches et des centaines de conventions collectives, et il y a, on va dire, une vraie différence entre certaines conventions collectives qui aujourd'hui sont plutôt prolifiques, mais elles sont très 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 minoritaires sur de la négociation, et au contraire des branches qui sont où on a quasi aucune négociation, elles n'avancent pas. Vous évoquiez les indemnités de licenciement, il y a encore bon nombre de conventions collectives dont les textes sont complètement obsolètes, et comme vous l'indiquiez tout à l'heure, effectivement derrière le mot obligatoire, on a l'impression qu'on nous contraint à négocier. C'est faux, on nous contraint à se réunir et surtout pas à signer. Et ce qu'on dit des branches, c'est-à-dire qu'en réalité elles sont de toute forme et de toute taille, on peut le dire également pour les entreprises, et toutes ne sont absolument pas au même niveau s'agissant de la négociation, tant vis-à-vis de leur rapport avec la branche que de leur rapport entre salariés. Des sociétés arrivent à négocier. C'est encore très tôt, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les accords que l'on voit sont surtout sur de l'épargne salariale. Moi, je disais de la durée du travail aussi. Beaucoup d'accords sur la durée du travail, exactement. Très peu sur le reste aujourd'hui. Et alors qu'on attend quand même de la convention collective qu'elle reste un socle conventionnel, car peu d'entreprises négocient réellement, la convention collective devrait quand même garder ce rôle d'avoir au moins pour les salariés un minimum de garantie, pour laisser la place après à certaines entreprises et de plus en plus vraisemblablement de négocier en interne. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question qui est la suivante. Quelle est la position des acteurs quant au caractère obligatoire de la négociation de branche? Voilà. Oh, allez, j'enclenche. C'est aujourd'hui, enfin, c'est un peu comme la définition de la démocratie, c'est-à-dire que c'est le pire des systèmes qu'on a, mais on n'a pas trouvé mieux, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas cette volonté de dire bon allez, on se met autour d'une table et on parle d'un sujet, on essaie d'avancer ensemble, par rapport à ces fameux syndicalismes européens, autres que ça français, où quand même la culture de se foutre sur la gueule est quand même encore bien présente, hein, où on préfère poser des constats sur ce qui ne va pas que de chercher des solutions. On le voit tous les samedis au rond-point à Tours en ce moment, avec des gens qui sont habillés en jaune, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. C'est la négociation obligatoire, c'est la seule solution qu'on a dans certaines branches pour aller à la discussion. Mais il y a aussi des branches où on ouvre des sujets de négociation qui ne sont pas obligatoires et où on se met d'accord autour d'une table parce que ça a du sens. Aujourd'hui, améliorer le dialogue social dans l'entreprise, améliorer le dialogue social dans la branche, c'est donner des moyens aux entreprises pour faire plus de profit. Donc une fois que les branches l'auront compris, que les employeurs l'auront compris, qu'on n'est pas dans une lutte de leur piquer leur joujou, mais bien d'avancer sur des thématiques pour essayer d'équilibrer les choses. Enfin, moi, j'ai pas d'état d'âme, je fais partie d'un secteur d'activité où on a à la fois le luxe et des boîtes qui sont amenées à fermer, comme sur la plasturgie, qui fabrique par exemple des couverts en plastique qui vont disparaître en l'été 2020. Et ben dans certains cas, on est content d'avoir négocié 0,7% d'augmentation de salaire, et dans d'autres cas, 3%, c'est pas assez. Et donc à un moment donné, avoir une vision d'en haut sur l'ensemble des branches, avoir une vision branche par branche de cette façon-là, c'est pas pertinent. Mais en attendant d'avoir mieux, et ben il faut qu'on continue de cette façon-là et faire la démonstration aux législateurs qu'on avance. Et puis le gouvernement, il a une place à prendre là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas entendu de proposition qui disait, ben voilà, quand vous donnez du salaire qui a été obtenu par la négociation, c'est moins chargé que si c'est une décision unilatérale.
Alors peut-être que ce serait le bordel à mettre en œuvre, mais en attendant, donner la prime à la négociation, c'est pas uniquement dire attention, si vous ne négociez pas, vous allez prendre une châtaigne, on va vous imposer le ministère dans vos négociations, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est là dans la contrainte. Les commissions paritaires, c'est de l'intérêt pour personne, c'est le ministère qui décide à la place des partenaires sociaux. C'est une façon de nier la négociation. Mais c'est la seule menace. Le gouvernement, il a dit si vous négociez pas dans la branche, eh bien on vous imposera le ministère dans la négo. Ah, belle victoire. Donc voilà, il y a du boulot là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Mais si ça peut disparaître demain parce que l'intelligence aura pris le pas sur la contrainte, eh ben c'est nickel. Sur ce point, ce que je voulais rajouter, moi, c'est pas tellement le caractère obligatoire qui me gêne. Si c'est bien géré, ça peut être une occasion de faire. Moi, quand même, ce que je mets en avant, c'est bien souvent l'impréparation des personnes qui négocient, que ce soit du côté des organisations syndicales ou que ce soit du côté des organisations patronales, avec une espèce, je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure, une espèce d'immaturité d'une certaine façon sur des questions centrales. Quelques exemples. Sur la question de l'insertion des travailleurs handicapés, qui est un domaine réservé de la branche, qui n'est pas un petit sujet, qui est un gros sujet, qui est un véritable scandale, on peut le dire aujourd'hui, compte tenu du taux de chômage de cette population qui est le double du taux de chômage, toutes catégories confondues. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable négociations qui sont lancées sur ce sujet-là. Quand on voit la thématique d'égalité professionnelle qui fait partie aussi du niveau de la branche, enfin le contenu des accords est globalement consternant. Et de fait, c'est intéressant de voir le glissement qu'on observe aujourd'hui sur cette thématique, avec l'obligation de résultat qui est mise en œuvre, certes avec un horizon à 3 ans, mais une obligation de résultat qui vient. Donc moi, c'est pas le caractère obligatoire qui me gêne, c'est le fait de se dire quand nous aurons des négociateurs, côté patronal, côté syndical, qui non seulement auront la compétence technique, mais avant tout auront la volonté sur ces thèmes-là de voir que ce sont effectivement des thèmes de société extrêmement importants sur lesquels il serait peut-être temps d'apporter des choses concrètes et sérieuses. Je ne dis pas que c'est le cas, je généralise bien sûr, hein. Il y a des négociations multiples et variées, on a vu des choses intéressantes. Mais globalement, sur ces sujets-là, c'est quand même pas fameux. Merci beaucoup. Madame Da Silva, si vous voulez... Au niveau de l'entreprise, moi je me positionne donc au niveau de l'entreprise. Effectivement, quand on voit nous aujourd'hui au niveau de l'entreprise la difficulté à négocier un accord avec les syndicats, au niveau de la branche, j'imagine en termes de temps, l'énergie du coup et le temps à consacrer, d'où aussi le résultat qu'on peut avoir, je pense, au niveau de la négociation. Moi, d'un point de vue professionnel, je m'intéresse pas seulement aux résultats, à un accord qui va être négocié, mais aussi aux échanges qui peuvent avoir lieu. Au niveau des syndicats employeurs, on a des retours sur les échanges qui ont lieu dans le cadre de la négociation au niveau de la branche. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi ça, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas du coup à avoir un accord, pouvoir exprimer aussi un désaccord auprès des salariés, de dire aujourd'hui sur l'évolution salariale, la branche n'a pas pu avancer en termes de négociation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, il y a des écarts importants, il y a des conventions collectives qui effectivement sont très généreuses et du coup qui sont dans la dynamique de faire avancer les choses. Et à contrario, il y en a qui sont vraiment effectivement très en retard sur certains sujets. Donc il y a de l'énergie à consacrer et je vous rejoins du coup sur effectivement la formation. Aujourd'hui, le droit du travail, il est en mouvance perpétuelle, donc il faut aussi du coup se donner les moyens. Donc nous, on essaye de se donner les moyens au niveau des entreprises, d'avoir des personnes du coup formées autour de la table de négociation au niveau de l'entreprise. Mais de la même façon, je pense qu'au niveau des syndicats, il faut qu'il y ait aussi des formations et que nos intervenants soient du coup bien formés sur ces sujets, tant effectivement côté employeur que côté syndicat. C'est que il y a très longtemps, la négociation c'était pas trop compliqué puisqu'il s'agissait de rajouter quelque chose à quelque chose qui existait déjà. Donc ça ne nécessitait pas forcément une grande formation technique. Alors c'est vrai que le droit du travail, tout le monde a constaté, c'est devenu une matière d'une grande complexité technique. Et il est vrai que, aussi bien du côté des organisations patronales que des syndicats de salariés, alors il y a des nuances dans tout ça bien sûr, hein, mais globalement c'est vrai qu'il y a un peu un déficit de la connaissance technique de la matière. C'est compliqué, et donc là aussi, pour que la négociation se déroule dans des conditions qui soient de négociation loyale sans doute, il faudrait probablement que les moyens soient donnés aux organisations syndicales
et essentiellement dans l'entreprise d'ailleurs, les organisations syndicales de salariés, pour avoir les éléments, pour pouvoir d'abord avoir les éléments d'information, et puis avoir le temps de se former pour appréhender effectivement une matière qui est d'une grande complexité technique. Et au niveau des branches, c'est un peu de même nature. Au niveau des branches, c'est un peu de même nature. Souvent, ce sont des salariés ou des délégués syndicaux d'entreprise qui négocient dans les branches, pas toujours des permanents. Et là aussi, si vous voulez, je crois qu'il y a un besoin effectivement d'une formation importante pour pouvoir appréhender des sujets qui sont de plus en plus techniques. Hein, la négociation, c'est plus aujourd'hui nécessairement de rajouter des avantages les uns sur les autres. Donc ça renvoie effectivement à un besoin de formation, une grande technicité qui fait un peu défaut aujourd'hui sur ce thème de la négociation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? En 2 secondes. Allez-y. C'est vrai que vous avez tout à l'heure décrit ce qu'était aujourd'hui le Code du travail avec des dispositions d'ordre public, des dispositions négociables et des dispositions supplétives et la possibilité finalement de s'approprier ça et de faire son propre calendrier de négociation. Et c'était juste pour conclure, comme c'est déjà compliqué de négocier sur les thèmes qu'on dit obligatoires, moi j'y vois une contrainte, on a un fusil derrière la tête, vous devez négocier, les gens comprennent encore moins comment arriver à mettre en place un calendrier pour aboutir à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc en fait, le système est très attractif, mais il n'est pas aujourd'hui du tout maîtrisé pour pouvoir être, à mon sens, efficace à court terme. D'où l'intérêt peut-être aussi de s'approprier un petit peu ces choses, de laisser un peu du temps et de se former justement pour y arriver. Merci. Allez-y, Monsieur Carreau. La question, c'est avec quelle posture on rentre dans la salle de négociation. C'est-à-dire que si je rentre en ayant le principe que de toute façon je vais me faire avoir, ça ne peut pas être de la négociation, c'est de la discussion dans le cadre d'une négociation. Donc à un moment donné, ça veut dire comment on prépare le dialogue social du siècle à venir, quoi. Et comment on fait pour que demain, quand on aille en négociation, on se dise tiens, on a des choses à échanger, on n'est pas d'accord sur tout. Il y a une définition de la politique contractuelle qui dit c'est d'être conscient de ces divergences et de les dépasser pour aller vers un accord commun. Être conscient qu'on n'aura pas les mêmes intérêts. L'employeur, moins il dépense d'argent, masse salariale, mieux il est vu de ses actionnaires et mieux ses résultats sont bons. Et d'un autre côté, le salarié, moins il a d'argent, moins il a dépensé, et ainsi de suite. Et donc ces équilibres de logique font qu'à un moment donné, il faut développer la compromission, surtout pas la compromission, le compromis, développer le compromis, développer l'intelligence, développer la confiance. Et ça, c'est un truc qui se nourrit tous les jours. Ça peut pas, c'est pas parce qu'il va y avoir un calendrier carré avec une convocation en disant vous êtes convoqué tel jour pour négocier tel truc. Si tout le reste de l'année, on s'envoie des mails assassins, c'est des déclarations, des tracts et des procès d'intention qu'on voulait que ça fonctionne. Donc je pense qu'il y a un truc à cultiver pour pouvoir demain arriver vers de la négociation, des temps imposés entre guillemets de négociation qui sont des vrais temps de négociation et pas des temps politiques où on vient pour se le foutre. Vous parliez de la problématique de la formation au niveau national. Il y a certaines branches où quand les copains vont à la négociation, même s'ils sont formés, ça servira à rien parce qu'ils savent que d'entrée, ça va être une déclaration liminaire avec un procès d'intention. Il y a la moitié de la salle qui va se vider et de toute façon, si techniquement, il reste à négocier seul. Donc si la CFDT négocie toute seule avec l'employeur, vous imaginez bien le bordel que ça va faire dans les entreprises derrière, où il y a un tract assassin qui va dire les seuls défenseurs du droit sont ceux qui se sont barrés et les traîtres ils sont restés. Donc il y a des moments où on est obligé de quitter des séances de négociation, non pas parce qu'on ne veut pas négocier, mais parce que ce serait contraire aux intérêts qu'on essaie de défendre. Parce que derrière on va s'en prendre plein la tête parce qu'on est assimilé aux traîtres, aux jaunes et ainsi de suite, tous ces qualificatifs auxquels la CFDT est habituée. Merci beaucoup. Je vais maintenant poser la dernière question concernant la branche. Existe-t-il d'autres négociations obligatoires de branche que celles prévues par le Code, notamment la question de la fusion des branches? Voilà. La question de la fusion des branches, elle est prévue par le Code. Alors vous savez que c'est un grand chantier puisque ce chantier a été lancé en 2014 et aujourd'hui effectivement il y a donc au moins quand on regarde le Code du travail, il y a donc 2 méthodes, vous savez, de négociation, de restructuration des branches, fusion des branches. Une négociation suite à un arrêté de fusion, donc un peu contrainte, c'est-à-dire qu'on rattache une convention collective à une autre, ou plusieurs à une autre, et là ça ouvre un délai de 5 ans donné aux négociateurs pour essayer de trouver un texte commun aux conventions qui sont fusionnées ou rattachées, et à l'issue duquel, délai de 5 ans, si aucun accord n'a été trouvé, c'est la convention de rattachement qui s'applique au lieu et place des conventions rattachées, qui disparaissent corps et âme d'un seul coup, sans se préoccuper de savoir les conséquences de cette disparition, avec les régimes de prévoyance, les salaires, enfin toutes les grilles de classification. La méthode est directe, 5 ans pour négocier, au bout de 5 ans, si ça ne marche pas, pof, la convention de
rattachement, les conventions rattachées disparaissent au profit de la convention de rattachement, quel que soit son contenu, qu'elle soit plus favorable, moins favorable, la question ne se pose pas. Ça, c'est une première méthode. Puis il y a une deuxième méthode, toujours prévue par le Code du travail, qui est la conclusion, ça revient un peu au même, mais ce n'est pas administré, ce n'est pas une intervention autoritaire de l'administration, c'est la conclusion d'un accord de champ, c'est-à-dire que les partenaires sociaux se disent, de plusieurs branches professionnelles, se disent, bon, allez, on a des emplois un peu similaires, on a effectivement des entreprises qui sont une structuration un peu similaire, d'un point de vue économique, on n'est pas très très éloigné, donc plutôt que d'avoir 2 ou 3 conventions collectives, bon, on va essayer d'en faire une seule, et donc ça commence par la conclusion d'un accord dit de champ, c'est-à-dire qu'un accord qui modifie le champ d'application et qui l'élargit, aux 3 conventions collectives, admettons s'il y en a 3 qui sont dans le giron de cette restructuration. Et puis la même chose, à partir de là, il y a un délai de 5 ans, à partir de l'accord de champ, qui s'ouvre avec les mêmes conséquences que celles que quand c'est une restructuration administrée. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, si dans l'accord de champ on définit, ou doit être définie, une convention de rattachement, dans l'accord de champ, et puis au bout de 5 ans, si rien ne s'est passé, les conventions qui font partie de l'accord de champ disparaissent au profit de la convention de rattachement s'il n'y a pas eu une convention collective commune qui a été négociée pendant cette période de 5 ans. Alors c'est extrêmement compliqué, il y a plein de problèmes juridiques, techniques qui se posent au milieu de tout ça. Mais voilà, donc effectivement, la volonté du ministère, c'est d'arriver à partir des 700 conventions collectives qu'il y avait, à une 100 ou 150 conventions collectives. Donc c'est vrai que là, le chantier des fusions et des restructurations est un chantier qui est considérable, qui est semé d'embûches d'un point de vue de la politique syndicale, de la politique patronale, et semé d'embûches d'un point de vue juridique, ce qui ne rend pas facile, qui ne facilite pas la problématique de négociation. Voilà comment ça se présente dans le Code du travail pour l'instant. Voilà. Il y a la mise en place des OPCO, les opérateurs, ou OPCO, les opérateurs de compétences, suite à la suppression à la loi Avenir professionnel, c'est ça, qui impose de fusionner les différents organismes qui vont gérer ce qu'on appelle maintenant le CPF de transition et ainsi de suite. Et le gouvernement souhaitait 11 de mémoire, il y en a eu 19 qui se sont présentés, il y en a 13 qui devraient passer, il y en a 4 qui sont déjà fait retoquer, et puis on va voir pour les autres comment ça s'arrange. Et là, ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a pas eu trop de soucis. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut fusionner les branches, en fait, faut plus ou moins y aller avec le flingue dans le dos, alors que quand on dit là, il faut se mettre d'accord pour en gros gérer la formation professionnelle, qui est quand même une des ressources de l'entreprise pour adapter son personnel aux besoins, aux compétences et ainsi de suite pour demain, là, ça fonctionne. Voilà. Pour le coup, en plus, si vous voulez, c'est pas 2-3 conventions collectives. Dans certains secteurs, c'est des accords ou multiprofessionnels avec 15 ou 20 branches professionnelles qui ont signé un accord commun pour constituer ces fameux OPCO, mais qui incitent encore plus vers la restructuration des branches, d'une certaine manière. C'est un entraînement, c'est un bon entraînement. Mais sur le regroupement des branches, ça paraît vachement simple. Il y en avait 800 au départ. Le dernier comptage que j'ai eu, on devait être à 700 et quelques. Voilà, donc on veut arriver à 150, vous imaginez le bordel. Si vous prenez... collective. On va prendre un exemple simple, c'est ce qui se passe sur le papier carton en ce moment. 5 conventions collectives avec des minimums de salaire qui ne sont pas les mêmes, les unes par rapport aux autres. Donc si on prend la plus élevée, eh ben, les partisans de la lutte des classes sont contents, sauf que derrière on va foutre dans la merde les boîtes parce qu'il faut leur laisser du temps pour s'adapter. Et si on dit bon, on va y aller mollo, on va pas mettre de danger au plan de vue économique des boîtes, de toute façon les salaires vont pas baisser, mais on va prendre le minimum et puis progressivement on montera, et ben ce qui se passe c'est qu'il y en a une partie qui disent voilà, ils sont en train de brader l'accord de branche et ainsi de suite. Donc ça pose des problèmes politiques, ça pose des problèmes économiques, ça pose des problèmes juridiques, et je pense que le gouvernement, quand il a pris la décision, il l'a pris un peu vite parce qu'il a pas tenu compte de ce manque de maturité, de confiance, de volonté d'avancer, parce qu'en plus, la plupart des acteurs ne comprennent pas l'intérêt de fusionner ces fameuses branches. On est sur des intérêts macro, on n'est pas sur des intérêts du concret. Pour la plupart des salariés, l'accord de branche et la convention collective, c'est les deux choses qui leur garantissent de ne pas se faire trop avoir, quoi. C'est encore vu comme ça par pas mal de salariés. Et donc dire à un moment donné, on va dégrader ces trucs-là, on va laisser plus de place à la négociation de l'entreprise, dans les entreprises où ça se passe bien, parce qu'il y en a quand même pas mal, on ne peut pas parler que des entreprises où ça se passe mal, mais les salariés, ils s'en foutent de la convention collective. Enfin, moi, j'ai bossé avec des boîtes comme Novo Nordisk à Chartres, qui est le leader mondial de l'insuline. La convention collective, c'est pas la peine de demander aux syndicalistes ce qu'il y a dedans, ils la connaissent pas, parce qu'ils sont déjà bien au-dessus sur tous les sujets. Mais à côté de ça, dans d'autres boîtes, la convention collective, ils se battent pour faire déjà appliquer ça. Donc vous imaginez bien que si vous leur proposez d'être plus flou et de laisser plus de place dans l'entreprise, ils ont la trouille, quoi. Madame Da Silva, allez-y. Oui, sur du coup, effectivement, le rapprochement des branches, vous faisiez le parallèle avec le rapprochement lié aux OPCO. Sur les OPCO, on se concentre effectivement sur les métiers.
Et c'est assez facile de se rapprocher d'un point de vue métier. Moi, j'ai pu intervenir sur une structure où, du coup, on avait deux conventions collectives, enfin, deux structures juridiques, deux conventions collectives différentes, et concrètement, sur le terrain, les mêmes métiers, les mêmes sujets d'intervention et deux grilles de salaire complètement différentes. Donc effectivement, quand au niveau de la branche, il faut fusionner deux conventions collectives de ce type-là, eh ben, se pose la question de la différence de salaire. Et la différence, elle se pose pas que sur les minima, puisqu'on a souvent des évolutions avec des grilles, du coup, avec de l'ancienneté. Et l'évolution et le comparatif, il doit se faire sur la totalité de la grille et la totalité de l'évolution des salariés. Donc techniquement, ne serait-ce que sur la partie salariale, c'est très compliqué à mettre en place. Merci beaucoup. Nous sommes malheureusement limités par le temps, donc je vais laisser la parole à Céline qui va vous parler de la négociation obligatoire, mais cette fois-ci dans l'entreprise. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la délimitation de la notion de la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise. Dans la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise, donc c'est le Code du travail en son article L 2242-1, c'est un article d'ordre public qui impose aux entreprises de négocier périodiquement sur 3 grands thèmes. Et donc c'est, même si un accord d'adaptation est prévu par les parties, ces 3 grands thèmes sont obligatoirement négociés. Et donc premièrement, nous avons le thème de la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Le deuxième thème est relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail. Le troisième thème, enfin, est relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels pour les entreprises et groupes concernés. Ces négociations, qui par le biais d'un accord pouvaient être triennales auparavant, peuvent avoir lieu tous les 4 ans depuis l'intervention de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Par conséquent, cette ordonnance a offert davantage de souplesse aux entreprises dans la détermination de leur agenda social, puisque les dispositions du champ de la négociation collective permettent aux entreprises de négocier la périodicité, le calendrier, les thèmes, hormis ceux qui sont d'ordre public, et les modalités de négociation, si c'est dans le groupe, dans l'entreprise ou bien l'établissement. Et donc, nous allons demander à nos chers intervenants ce qu'ils entendent par la négociation obligatoire au niveau de l'entreprise, et notamment s'il existe d'autres négociations obligatoires que celles prévues par le Code du travail, qui pourraient porter sur les établissements distincts du CSE, sur le plan de sauvegarde de l'emploi ou bien encore la prime exceptionnelle. Sur cette question, quelques petites remarques. Alors, ce qui est intéressant, c'est la notion de négociation obligatoire. Ça m'a assez amusé parce que, par exemple, vous citez le plan de sauvegarde de l'emploi en entreprise. La négociation n'est pas obligatoire en tant que telle, bien sûr. Elle est fortement requise par le ministère du Travail dans les entreprises, mais elle n'a pas de caractère obligatoire. Ceci dit, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que lorsque l'entreprise, dans le cas d'un PSE, est soumise à des pressions, ces pressions qui peuvent venir des salariés, qui peuvent venir des organisations syndicales, qui peuvent venir de la directe, parce que vous savez que les PSE sont soumis à homologation, validation, avec des pouvoirs qui sont substantiellement différents sur la masse d'informations sur laquelle va porter l'instruction de la directe. Du coup, on peut se retrouver, pas du fait de la loi, mais du fait du contexte, sur une entreprise qui va se dire « il vaut mieux que ». On arrive à un accord et finalement on se retrouve dans une espèce d'obligation de conclure un accord parce que sinon derrière il va y avoir un contentieux, il va y avoir un conflit et il va y avoir une marge d'action de la directe, si tant est qu'on arrive à une homologation, c'est-à-dire l'absence d'accord, qui sera beaucoup plus fort. Donc c'est un côté intéressant de la notion, de la définition qu'on donne au terme obligatoire. Mais ceci dit, juridiquement, ça n'est pas obligatoire bien sûr. Et le deuxième élément qui est intéressant, vous avez cité l'établissement distinct du CSE, on n'est pas non plus dans un cadre obligatoire en tant que tel. Et sur la prime exceptionnelle, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a d'abord c'est la confusion qui est faite entre le fait que ça reste une initiative purement volontariste du chef d'entreprise, la prime exceptionnelle bien sûr, mais aussi qu'il se retrouve embarqué dans une négociation obligatoire jusqu'au 31 mars, vous le savez, depuis le 1er février jusqu'au 31 mars. Là, s'il veut aller vers délivrer cette prime, il se retrouve dans un cycle où il doit passer par une négociation. Donc la notion de caractère obligatoire sur la prime exceptionnelle présente un caractère tout à fait particulier qui ne doit pas être assimilé au champ de la négociation obligatoire d'entreprise. Voilà quelques petits éléments d'éclairage. Sur la mise en place du CSE, le législateur a eu la bonté de nous gratifier de 19 thèmes de négociation. Et si on va au CSE central, on en rajoute un 20e.
Et donc la question, moi j'aime bien votre approche, parce qu'en fait, c'est obligatoire, mais par qui? Et il y a des moments où on va faire les choses parce qu'on est obligé de le faire, et il y a d'autres moments où on va faire les choses parce qu'on ne peut pas faire autrement que de les faire. On voit par exemple des entreprises qui négocient la mise en place des commissions santé, sécurité, conditions de travail, alors que la loi ne leur impose pas du tout, mais parce qu'il y a entre guillemets, une incitation en termes de responsabilité juridique en cas d'accident ou autre chose comme ça, qui fait que c'est pratiquement obligé à l'interne par le groupe qui dit allez me négocier ça parce que vous allez voir, on va avoir un intérêt, parce que les accords, depuis tout à l'heure, on a plutôt, enfin, je sens plutôt une connotation qui est de dire l'accord contraint. Mais au fait, l'accord libère. C'est-à-dire qu'il y a plein d'accords qui, parce qu'ils ont été signés, mettent des balises qui font que l'employeur il va se préserver juridiquement parlant parce que cette thématique alors a été abordée. On le voit sur les commissions SSCT où les employeurs nous disent on les négocie parce qu'en cas d'accident ou de choses graves qui pourraient arriver, on aura au moins dit qu'on avait consulté les salariés, qu'on avait associé les partenaires sociaux et ainsi de suite, comme ça. Donc des thématiques obligatoires en tant que telles, on en a fait le tour puisque c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure, mais les thématiques qu'on ne peut pas ne pas négocier, par contre il y en a plein à côté qui vont arriver comme ça et on le voit avec des employeurs qui nous disent on veut négocier, on veut négocier. Je vais prendre l'exemple à côté de Tours, il y a une entreprise qui fabrique des mousses en plastique pour mettre à l'intérieur des portières de voitures. Et l'entreprise, elle est rachetée par un groupe japonais. Le groupe japonais, il affine un peu la stratégie, puis il se rend compte que non, c'est pas bon, on va fermer. Et donc c'est la directrice du site qui est venue nous voir en disant on veut négocier un accord pour essayer de sauver le site. Et donc en fait, ce qui poussait à négocier un accord qui était la seule voie pour sortir, parce que les salariés abandonnaient un gel de salaire plus perte des RTT, c'était la seule façon de le faire. Et donc cette fois, la contrainte, elle venait de l'avenir du site, et non pas simplement du législateur ou d'un article du Code du travail avec une menace de la directe qui dit oh, c'est pas bien, vous n'avez pas fait quoi. Mais ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'effectivement, l'efficacité, c'est pas dans l'obligation, c'est dans l'incitation, nécessairement. Et quand on regarde d'ailleurs le premier texte sur la négociation obligatoire, c'est-à-dire 1982, en fait, le législateur avait trouvé, au fond, cette mécanique un peu où on allait essayer d'inciter l'employeur à négocier. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a créé l'obligation de négocier sur ces deux thèmes, salaire et temps de travail, on a commencé à imaginer en 1982 la capacité donnée à un accord d'entreprise de déroger à des dispositions légales pour assouplir les dispositions légales. Et donc, on avait les deux aspects, quoi. C'est-à-dire, on avait l'incitation de l'employeur à négocier pour mettre en place des mécanismes souples d'aménagement du temps de travail, et l'autre pendant de la négociation, c'était les salaires. Donc ça avait une certaine cohérence, et donc on incitait l'employeur, il fallait l'inciter à venir négocier, et l'incitation, ça pouvait effectivement de mécanismes souples d'aménagement du temps de travail. C'est vrai que la négociation, elle a beaucoup plus d'efficacité, non pas quand elle a un caractère obligatoire, mais quand effectivement les partenaires sociaux sont incités à aboutir à quelque chose. Ça me paraît évident. Alors, on va effrayer les organisateurs parce qu'ils voient le temps passer. Simplement, ça me paraît un point essentiel, c'est-à-dire que sur la notion d'obligation, on peut être soit obligé de faire, de par la loi, et on peut se sentir obligé de faire. Ce qui est extrêmement intéressant, et là je ne raisonne pas uniquement avec en face de moi les articles du Code du travail, je raisonne aussi par rapport à la pratique. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, j'ai un exemple tout à fait récent, je ne citerai pas évidemment les protagonistes, où on fait comprendre à l'entreprise que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de toute façon, il y a une forte carence sur la participation du groupe aux efforts qui sont faits dans le cadre du PSE. Ce qui est un motif juridique valable qui peut justifier une décision de refus d'homologation d'un PSE unilatéral. Et quand on dit ça, et quand derrière les négociateurs d'entreprise côté syndical vont sur ce terrain-là et demandent à avoir un certain nombre d'aménagements, etc., et finalement, alors ce qui n'était pas envisageable à l'aller au départ, on se retrouve avec un accord qui est signé in fine, finalement, tout le monde est content. L'entreprise, parce qu'elle peut présumer raisonnablement que la directe prendra une décision de validation. De toute façon, elle sait pertinemment que dans ce registre-là, les pouvoirs de la directe sont beaucoup moindres. Les salariés et la partie syndicale, parce qu'ils ont obtenu satisfaction sur un certain nombre de choses. Et la directe, parce que de toute façon, elle obtient ce qu'elle cherchait depuis le départ. Donc, ça fait des heureux. Donc, la notion d'obligation, je crois bien qu'il faut avoir la percevoir sémantiquement de toutes ces facettes-là et ne pas simplement voir l'obligation telle qu'elle peut être posée par les textes. Cette petite nuance qu'il faut apporter. Nous pouvons passer à la question suivante, ou vous voudriez intervenir? Très bien. Et donc le même article L 2242-1 du Code du travail précise que les entreprises assujetties à l'obligation de négocier sont celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales de syndicats représentatifs.
L'obligation de négocier concerne donc les entreprises dans lesquelles un délégué syndical a été désigné. Pourrait-on étendre la négociation obligatoire aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux ? Alors, est-ce qu'on pourrait? Oui, on pourrait. La loi le pourrait, mais est-ce qu'on y a un intérêt? Je ne crois pas. Depuis tout à l'heure, on n'aime pas trop le mot obligatoire et on aime plutôt le mot inciter, promouvoir. Et je pense que, et notamment depuis les dispositions de la loi Macron sur la possibilité de négocier dans les petites structures de manière un peu plus souple, quelques accords ont vu le jour. En tout cas, en tant que praticien, on a pu mettre en place des accords relatifs à la durée du travail. Bon, l'épargne salariale, c'est déjà plus courant, mais on commence à voir une certaine chose. Et c'est pas parce que ça a été mis noir sur blanc sur un texte comme une obligation c'est parce que ça a été discuté en interne. Évidemment, là, on parle de plus petites structures où le dialogue social était peut-être moins marqué. En tout état de cause, est-ce qu'on a un intérêt dans les structures où il n'y a pas de délégué syndical d'obliger, moi je ne le pense pas noir sur blanc, d'inciter, de promouvoir, de former à discuter et à créer parfois des normes qui leur sont plus propres? Oui, je le pense, mais à nouveau, je pense que c'est un peu plus le temps qui nous le permettra. On commence à avoir quelques prémices, en tout cas, au niveau des entreprises que l'on peut suivre. La négociation par des personnes qui n'appartiennent pas à une organisation syndicale, ça soulève pas mal de soucis. Ça soulève déjà un problème stratégique, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas dire on valorise le syndicalisme, on valorise le dialogue social et puis ouvrir à tout va. Ça a déjà été fait sur plein de thématiques avec soit des salariés mandatés, soit le CSE, et donc l'avenir nous dira ce que ça produit ou ce que ça ne produit pas. L'employeur a tout intérêt à avoir face de lui quelqu'un qui est rattaché à un réseau, qui a une expérience, des exemples et ainsi de suite, pour d'une part, ne pas réfléchir à court terme, éviter que le négociateur négocie avant tout pour lui. On a déjà cette difficulté, hein. Les organisations syndicales et la CFDT aussi a son pourcentage de personnes qui sont un peu à côté de la plaque, mais on a des gens qui négocient que pour eux, que pour leur gueule. Et ça, c'est pas acceptable stratégiquement parlant, donc chez nous, on fait le ménage. Après, imaginez dans une entreprise de 200 salariés où il n'y aurait pas d'organisation syndicale, un groupe de 3-4 personnes qui vont négocier sans aucune légitimité autre que d'avoir envie de négocier, ça pose plein de soucis. Moi, j'ai vécu, je fais partie des vieux machins, hein, j'ai vécu la mise en place du temps de travail en 2000. On voyait des personnes qui arrivaient en disant « Bonjour, je voudrais être mandaté ». On leur dit « Vous faites quoi dans l'entreprise ?»« Je suis la secrétaire du patron. » Donc voilà, alors ça ne veut pas dire pour autant que l'accord aurait été mauvais, mais il y a quand même un petit doute sur les intérêts premiers. Il y a un problème de compétence, il y a un problème derrière de formation. Et puis il y a un problème de pourquoi on négocie et dans quel cadre on négocie. Si on veut préserver, le mec qui a inventé le syndicalisme, c'est parce qu'il avait compris qu'il valait mieux discuter avec une personne à moitié énervée qu'après 250 complètement excité. D'ailleurs, on le voit bien en ce moment, la problématique des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à passer de l'expression de cette colère légitime à la structuration pour pouvoir porter un projet. Et l'organisation syndicale, elle apporte ça, c'est-à-dire que c'est un réseau qui va aller collecter auprès des salariés ce qu'ils souhaitent, qui va le formaliser, qui va le trier au passage, et puis qui va le recadrer pour aller l'amener en négociation. Et il n'est pas dit que des personnes qui n'ont jamais fait ça, du jour au lendemain, elles puissent se l'improviser. Donc il y a un vrai danger. Ça ne veut pas dire que dans 10, 15 ou 20 ans, on ne dira pas que c'est possible. Aujourd'hui, ça me paraît prématuré. Et laissons l'expérience sur la négociation du temps de travail, notamment par rapport aux mandatés et aux élus CSE, pour voir ce que ça pourra donner. Et sur cette thématique de la négociation avec les élus, puisque c'est un peu ça dont il s'agit, on ne parle pas des moins de 11, parce que là c'est encore une négociation un peu bizarre, mais bon, pour la négociation avec les élus, c'est un dispositif qui est ancien finalement. Mais dans les premières expériences ou les premiers textes, et c'est jusqu'à une date relativement récente, c'est jusqu'à à peu près en 2016, la négociation avec les élus pouvait effectivement exister en l'absence de DS, mais il y avait un peu une reprise par la branche, c'est-à-dire que les accords qui étaient négociés avec les élus devaient être validés, alors avec de différentes thèmes de validation, exactement pouvoir de la commission de validation, devaient être validés par une commission de branche paritaire. Ça veut dire que l'abandon en quelque sorte de ce monopole de négociation des OS dans l'entreprise, au fond se retrouver un petit peu, un contrôle par les organisations syndicales de salariés patronales au niveau de la branche, par la validation des accords qui étaient négociés avec les élus. En 2016, on a fait sauter complètement l'intervention de la commission paritaire de validation, ce qui fait qu'effectivement ça peut aboutir à des situations un peu étranges et surtout étranges aussi d'un point de vue de la, comment dirais-je, de la qualité juridique de ce qui est négocié. Pensez bien que voilà, ça peut aboutir à des choses qui mettent une insécurité juridique absolue, les salariés bien sûr, mais les entreprises aussi, quand c'est négocié avec les élus. Il y a des choses un peu étranges qui sont négociées. Voilà. Sur du coup l'absence de délégué syndical,
avec autour de la table des délégués syndicaux et un représentant de section syndicale. Alors effectivement, le représentant de section syndicale n'était pas forcément le moins bien formé. Et c'était peut-être pas forcément celui qui prêchait pour sa propre paroisse. Parce que souvent les délégués syndicaux, malheureusement, prêchent aussi pour leur situation individuelle et ne voient que sur leur établissement ou leur service individuel. Mais du coup, en l'absence de délégué syndical, effectivement, il faut se poser la question, c'est du signataire, et puis de la légitimité du signataire pour représenter les salariés. Parce que l'avantage du délégué syndical, c'est qu'il a une légitimité au niveau du syndicat et aussi ramener un peu les salariés à leur responsabilité quand ils vont voter. Dans les entreprises de plus de 50, c'est vrai que la seule trace qui reste des syndicats, lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical, c'est l'obligation d'adresser un courrier aux organisations syndicales représentatives et de leur laisser un mois pour venir mandater, le cas échéant, un membre représentant du personnel. Pour avoir pratiqué ce système, justement, j'ai pas énormément de retours en réalité des organisations syndicales suite à l'envoi de ce courrier. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un désintérêt? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est une mauvaise organisation? Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Et quand on m'interroge, et soyons clairs, certaines entreprises ont une espèce de défiance à devoir aller envoyer ce courrier en se disant je peux évidemment faire mon petit accord tout seul dans mon coin avec les mesures que je veux. Et il y a cette défiance, et bien néanmoins ceux qui le font, parfois se trouvent assez étonnés de ne pas avoir de retour. Donc là, je vous renvoie un petit peu la balle pour comprendre peut-être les raisons de cette absence de retour sur ce sujet qui pourrait permettre justement un suivi et peut-être un meilleur cadrage justement des discussions qui pourraient exister avec les représentants du personnel. Il y a deux problématiques par rapport à la prise en charge. La première, c'est une problématique de moyens, tout simplement. C'est-à-dire qu'entre le nombre de protocoles d'accords préélectoraux, le nombre de négociations, plus le travail syndical et les heures de délégation, elles ne vont pas en augmentant. Donc il y a ce premier problème. Après, il peut être dépassé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix. Moi, ça m'est arrivé de me déplacer sur certains. Mais on s'est choisi. C'est-à-dire que la deuxième dimension, c'est est-ce qu'on a déjà des gens qui sont connus dans cette boîte? On a parfois ce qu'on appelle des adhérents isolés. C'est-à-dire des personnes qui sont adhérentes à la CFDT, qui sont dans une entreprise. Il peut même y en avoir plusieurs, mais ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de délégué syndical et tout ça. Et dans ces cas-là, on peut passer un petit coup de fil pour essayer d'avoir des infos. Mais c'est vachement dangereux que d'aller mandater quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans une entreprise qu'on ne connaît pas, où on va signer un accord quand c'est du temps de travail, c'est parti pour 10-15 ans. Donc voilà, et quand le courrier il arrive, on n'a pas 3 mois ou 4 mois pour aller distribuer des tracts tous les 15 jours et discuter avec les salariés, demander à rencontrer. Enfin voilà, c'est les quelques fois où on l'a fait, je dirais de façon un peu impromptue, c'est-à-dire pour déroger à ce que je viens de dire, c'est quand on avait distribué, on avait négocié le protocole d'accord préélectoral, distribué quelques tracts, eu quelques contacts, et même si les personnes n'avaient pas franchi le pas de rejoindre la CFDT, on avait déjà un peu une idée de ce qui pouvait se faire, on avait discuté, donc là on y va. Mais c'est une sacrée responsabilité que d'aller négocier, d'envoyer quelqu'un, d'adouber entre guillemets quelqu'un pour négocier dans un univers qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas deux boîtes qui sont identiques, quoi. Donc voilà, c'est une des raisons, au moins pour la CFDT, ce sont celles-ci, quoi. Très bien, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Claire. Merci. Alors ensuite, la question que nous souhaiterions vous poser, c'est selon vous, donc c'est assez personnel, quel est le thème emblématique de la négociation obligatoire? Pour moi, sans ambiguïté, c'est l'égalité professionnelle. Alors après, c'est pas celle des salariés. Les salariés, ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Voilà, point. Une fois que, quand vous dites à un salarié, les NAO, c'est quoi? On a une enquête à la CFDT qu'on diffuse aux salariés pour préparer. On leur dit, d'après vous, la NAO, ça parle de quoi? La case salaire, elle est bonne à chaque fois. Après, le reste, c'est plus aléatoire. Mais quand vous voyez que la déclaration des droits de l'homme, quand même, on n'est pas rien, qui dit qu'à salaire égal, travail égal. Enfin, non, c'est l'inverse. Qui dit qu'à un moment donné, on a un arrêt de la Cour de cassation qui est l'arrêt Ponsol, qui est un peu célèbre, qui dit que il faut, alors, à partir du moment où on fait le même boulot, on doit avoir le même salaire. Qu'on en arrive à avoir des négociations sur des NAO depuis des années et des années sur le sujet, que ça avance toujours pas. Enfin voilà, à un moment donné, il a fallu à la contrainte où on dise attention, si tu négocies pas, si tu n'arrives pas au sujet, là tu te prends une cartouche. Alors là, on se dit ah oui, il faudrait qu'on en discute. Mais en fait, c'est vraiment la thématique qui est peut-être la moins mise en avant vis-à-vis au regard des salariés. Et qui n'est pas sans poser des problèmes, parce que quand on parle de travail égal, salaire égal, on a des salariés qui nous disent allez vous faire voir. L'autre abruti là qui se pochetronne toute la journée, c'est pas parce qu'il a le même poste que moi. Moi l'augmentation c'est moi qui dois l'avoir. Enfin, ça lève plein de problèmes et ça lève aussi des problèmes sur le plafond de verre, enfin toutes ces choses là. Par contre pour les salariés, il est bien évident que c'est les salaires, quoi. Voilà.
la question est personnelle, enfin personnelle, je veux dire, c'est nous, on y répond par rapport à nos tendances. Moi, je mettrais en avant le temps de travail, tout ce qui a trait au temps de travail et l'organisation du travail, parce que j'estime que c'est une notion fondamentale à laquelle on relie tout un ensemble de notions, y compris la partie salariale. Bon, de toute façon, côté syndical, quand on va voir les unions départementales, il est clair que le thème d'égalité professionnelle, c'est cité parce qu'il faut rester politiquement correct. Donc on cite ce thème-là, bien sûr. Mais sinon, c'est évidemment la question salariale qui vient systématiquement en premier. Et alors, je ne sais pas si je peux anticiper cette question, peut-être pas. Juste si jamais quelqu'un d'autre a une. Oui. Mais sinon, mais bien sûr, je vous l'affiche. Ce thème de la durée du travail, donc, qui me paraît absolument fondamental. Et puis, sur les thèmes qui sont peut-être à développer, notamment dans votre questionnaire, vous citez la GPEC et vous dites, mais pourquoi ne pas la rendre obligatoire en s'abstenant, en mettant de côté le seuil de 300 salariés? Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est un sujet compliqué qui est souvent très mal traité. D'ailleurs, que c'est un peu sur l'égalité professionnelle, on voit un peu tout et n'importe quoi. Pour autant, on est dans une situation économique globalement, je ne parle pas simplement du département où j'exerce, où il y a beaucoup de difficultés économiques, et ce dont on se rend compte, c'est le profil des salariés qui sont licenciés avec des choses plutôt consternantes en termes de formation continue, en termes de capacité derrière à trouver un emploi. C'est pour ça que moi je me dis, à condition de redéfinir la GPEC, à condition d'outiller les négociateurs sur cette question complexe, ça pourrait être un point sur lequel il serait opportun de s'affranchir du seuil de 300 salariés qui est fixé par les textes, eu égard à la réalité des choses. Mais cette réalité, il faut la connaître. Donc, ça suppose que pour l'appréhender, il faut que ce soit des gens de terrain qui connaissent les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, les salariés, et qui soient capables de dire ce qu'il faut faire sur ce terrain-là. C'est véritablement dramatique, je le dis et je pèse les mots que j'utilise, quand on voit le profil des gens licenciés. Là, il y a un problème majeur dont il faudrait s'emparer. C'est pour ça, finalement, que j'ai envie de dire que les deux thèmes qui me paraissent essentiels, c'est la durée et l'organisation du temps de travail, et c'est une GPEC rénovée en tant que thème de négociation obligatoire. Je vous rejoins vraiment parfaitement sur la GPEC. C'est vrai qu'en lisant tous les textes pour venir à cette conférence, c'est la GPEC, moi, qui a attiré le plus mon regard. On est en pleine évolution. Les jeunes qui sont dans cette salle, les métiers que nous, on connaît, il y a une grosse partie, ils n'existeront plus demain. Et toute cette transition, elle est un peu de la responsabilité aussi des dirigeants et de devoir, mais au moyen d'outils, au moyen de connaissances, de devoir l'anticiper pour que les gens qui aujourd'hui exercent ces métiers qui peut-être vont beaucoup évoluer, voire disparaître, eh bien, ils puissent se reconvertir, se redéployer vers d'autres secteurs. Il y va de l'intérêt, bien sûr, des salariés, on l'a bien compris en premier, mais surtout du dirigeant, parce que pour fonctionner, pour prospérer, au moins pour se maintenir, mais pour se développer, ce qui est, à mon avis, l'ambition de chaque dirigeant, c'est d'anticiper, on va dire, les moyens qu'il a en son sein. Et les salariés sont sa première ressource. Donc voilà, la GPEC, qui est très très peu en réalité développée, très peu négociée, très mal utilisée, qui est vue évidemment comme une énorme contrainte, mais parce qu'en fait on ne sait pas par quel bout le prendre, qui nécessite un audit préalable démentiel pour certaines entreprises qui ont la tête dans le guidon. Je partage totalement votre avis sur cette GPEC, même si ça marche plus. Ça marche plus. C'est fini. Bon. Voilà, je passe la main. Ah, c'est bon. Moi, je vais tester si mon temps de parole, ça marche encore. Il faudrait déjà changer le nom. Ça marche. Parce qu'il y a quelques années, vous pouvez mettre par paquet de 2 années, un accord GPEC, c'était un plan social derrière. C'est-à-dire que le premier signe que vous aviez que dans votre boîte ça allait merder, c'est qu'on vous disait « Ah ben on voudrait négocier un accord de GPEC ». Voilà, donc ça y est, c'était parti. Il y a ce premier point. Ensuite, GPEC, c'est pas bien. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Où est l'humain? Voilà, premier point. Moi, je préférerais des termes autour de la flexi-sécurité. Dire à un moment donné, amener de la flexibilité à l'entreprise en amenant de la sécurité aux salariés. Moi, je signe, hein. Sous réserve que ce soit à peu près équilibré, bien sûr. Et parler de l'employabilité à moyen terme, long terme des salariés dans une activité, c'est le meilleur outil qu'on peut donner à des boîtes pour pouvoir s'adapter aux évolutions et d'anticiper les accidents.
C'est-à-dire que le jour où une boîte, du jour au lendemain, elle perd un gros contrat, elle doit se séparer de ses salariés. Et ben moi, je connais il n'y a pas que des méchants patrons qui boivent un coup de whisky avec un gros cigare en trinquant à la santé du plan social. Moi, j'ai vu des employeurs qui sont dans des situations, y compris psychologiques, ils ont à virer des gens qu'ils connaissent, et ainsi de suite, où c'est une vraie souffrance. Et donc, de se dire que cette personne-là, je l'accompagne, je lui donne les moyens financiers de la formation, et je sais que par tout le travail que j'ai fait pendant plusieurs années, ben, elle aura sa place sur le marché du travail demain, c'est génial. Et donc, autant pour les employeurs que pour... Et quand on dit, est-ce qu'il faut la rendre obligatoire? Ben, bien sûr que non. Par contre, il faut la rendre incitative. Parce que l'obligatoire, on va redescendre d'un cran l'obligation et c'est reparti pour un tour. Mais il faut qu'on fasse rêver tant les salariés que les patrons autour de la négociation. Il faut qu'on arrête de leur foutre des contraintes obligatoires. Dans les termes qui sont aujourd'hui, qui ne font pas partie de la négociation dite obligatoire, il y en a une qui devrait l'être moralement, c'est la prévoyance. C'est-à-dire que c'est un sujet de société. On est en train de nous expliquer par où on va nous piquer du pognon pour pouvoir permettre aux personnes. Il y a des propositions qui viennent d'être faites où on va dire vous allez payer votre maison de retraite en fonction de vos revenus, ainsi de suite. Et à côté de ça, on se dirait dans l'entreprise, elle n'a pas sa place. Alors on va arrêter de sortir du mythe où c'est l'entreprise qui casse les gentils salariés puis qu'en fait des handicapés qu'il faudra prendre en charge plus tard, quand ils seront vieux. Mais à un moment donné, l'entreprise, elle a aussi sa responsabilité. Et si on abordait la pénibilité sous l'angle de la prévoyance, on aurait peut-être une autre approche que celle qui aujourd'hui est vécue aussi, là aussi comme une contrainte. Du coup, je vous en prie, Madame Da Silva, allez-y. Alors, en termes de thème, du coup, phare, pour moi, aujourd'hui, c'est la qualité de vie au travail. La QVT est un sujet, du coup, qui est un sujet vraiment intéressant et qui rejoint l'idée aussi de la gestion prévisionnelle des emplois et qui rejoint toute la dimension économique et, du coup, la performance des entreprises. Et aujourd'hui, on est sur un sujet qui, malheureusement, est oublié dans de nombreuses entreprises et pour moi, qui est un sujet essentiel pour, du coup, se démarquer au niveau du territoire aujourd'hui. D'accord, du coup je me permets, comme on a un peu sauté les questions, de revenir sur les questions précédentes. Donc pour vous, quel autre thème devrait faire l'objet d'une négociation obligatoire? Et si vous pensez aucun, et à contrario, est-ce que vous pensez que certains thèmes devraient en être exclus? Alors vous avez un peu répondu avec la GPEC en disant que vous pensiez qu'elle ne devrait pas être obligatoire, mais plus incitative, enfin moins obligatoire et plus incitative. Mais du coup je vous laisse rebondir sur ces questions. Moi, je rendrais obligatoire tout ce qui a trait au risque professionnel. Je vais ouvrir une boîte de Pandore, parce qu'elle est facultative aujourd'hui. Sur les facteurs de risque professionnel, au-delà, parce que ça a donné lieu à des dérapages divers et variés, cette question-là. Néanmoins, quand on connaît la vie dans les entreprises, c'est pas comme dans un cabinet d'avocats, ni comme à l'université, ni comme dans le bureau d'un directeur d'unité départementale directe, tout de même, je vais pas oublier, ni au siège de l'UD d'une organisation syndicale quelconque. C'est quand même dur, c'est dur. Beaucoup de métiers restent des métiers très durs. Donc, sur l'aspect conditions de travail, qui est une expression un peu générique, il me semble qu'il faudrait peut-être réfléchir, je n'ai pas la solution en tête, mais à un niveau de négociation. Alors, on ne va pas refaire le débat sur ce qui est obligatoire ou pas. Obligatoire, ça peut avoir des vertus, je le répète. Mais c'est une thématique sur laquelle il faudrait vraisemblablement avancer, qu'on délimite ce qu'on mettrait dans conditions de travail et qu'on aborde certains problèmes, encore une fois, très lourds, qui sont reportés in fine sur la société. Je pense notamment à l'assurance maladie, mais pas uniquement. Il y a peut-être un chantier à ouvrir sur ce terrain-là. J'avais à peu près la même chose, et après, en relisant à nouveau les textes, la QVT, qui est un nom un peu sorcier, qualité de vie au travail, c'est pas que d'avoir un baby-foot dans une salle de pause. Hein. La QVT, c'est la pénibilité, c'est les conditions de travail, mais ce qui peut-être manque et qui rejoint un petit peu votre propos, c'est que c'est peut-être pas bien défini en réalité, et que dans les grands thèmes qu'on voit sur le code, il y a des sous-thèmes, et que c'est à travers ces sous-thèmes qu'on peut y déceler un petit peu ces sujets qui ont trait on va dire, aux conditions de travail et à la sécurité des travailleurs, sécurité physique et psychologique en fait. Hein. Aujourd'hui, les deux sont vraiment liés. Il y a un thème, si vous voulez aussi, mais qui n'est pas obligatoire, mais qui est largement recommandé, mais qui participe aussi au développement de la négociation, c'est l'accord de méthode.
Moi, je suis un partisan à fond de l'accord de méthode, puisque c'est ce qui permet une négociation, des négociations loyales, c'est-à-dire donner dans cet accord les moyens aux partenaires, notamment essentiellement aux entreprises, de pouvoir s'approprier les thématiques avec la formation nécessaire, le temps nécessaire, etc. On ne peut pas difficilement conditionner l'efficacité d'une négociation, qu'elle soit obligatoire ou pas, s'il n'y a pas ce préalable un peu d'accord de méthode. Alors c'est vrai que c'est recommandé par le législateur depuis 2016, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une incitation un peu plus forte de négocier préalablement un accord de méthode, préalablement à toutes les négociations. Parce que c'est un peu fondamental, ça. Voilà. Ça empêche de jouer. C'est-à-dire que quand vous écrivez dans l'accord de méthode que votre objectif de négociation en tant qu'organisation syndicale, pour chaque organisation syndicale et l'employeur, alors je me souviens, sur une négociation de temps de travail, l'employeur, il avait écrit que son objectif c'était d'améliorer l'efficacité, mais pas forcément de faire de la productivité. Et donc à chaque fois qu'il nous sortait un truc qui était que pour faire de la productivité, on disait hop, 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 accord de méthode. Ça évite aussi que ceux qui rentrent en négociation pour essayer d'influencer la négociation, puis qu'au dernier moment trouveront toujours une bonne raison pour se barrer, de les remettre devant leurs responsabilités. Et ça permet aussi à celui qui négocie, si on voit que la négociation n'est plus loyale, parce qu'entre ce qui nous a été vendu au départ et ce qui se passe, c'est pas la même chose, ça nous permet de sortir proprement. En disant voilà, nous on quitte la négociation parce que dans l'accord de méthode c'était marqué ça et c'est pas respecté par ce que. Donc ça permet d'assainir et ça fait partie des préconisations de la CFDT, c'est qu'à nos militants on leur dit pas de négo sans accord de méthode. Alors après ça sous-entend qu'il faut que la direction soit d'accord et c'est pas forcément toutes les entreprises qui chopent l'intérêt de cet accord de méthode parce que c'est aussi du temps, c'est des moyens en plus quoi. Et puis il y a des organisations syndicales qui sont pas du tout favorables parce qu'obligés de dévoiler ces cartes au départ, quand la finalité c'est pas forcément d'aller au bout de la négociation, ça peut poser des soucis. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur une de ces trois questions? Est-ce qu'on peut passer? Je vais passer la parole maintenant à Yann. À présent, nous allons aborder la partie mise en œuvre de la négociation. Sans cibler la négociation obligatoire, il est possible de négocier à d'autres niveaux que celui de l'entreprise. Par exemple, il est tout à fait possible de conclure un accord au niveau du groupe pour aménager la durée du travail dans le groupe tout entier. L'article L2242-1 du Code du travail, qui pose l'obligation de négocier sur la rémunération et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, vise quant à lui spécifiquement l'entreprise. Dès lors, on peut légitimement se poser la question de la faculté de négocier à un niveau autre que celui de l'entreprise. Donc je m'adresse à vous, mes chers intervenants. Peut-on ainsi négocier des thèmes de la négociation obligatoire au niveau du groupe? Ben oui. Donc maintenant que j'ai répondu à la question, je vais rajouter mon commentaire. En fait, la question c'est, bien sûr que oui, on peut négocier, on reste dans le contrat, donc on fait ce qu'on veut là où on veut tant que c'est pas illégal. Mais la question c'est pourquoi faire? Et moi, j'ai la chance d'appartenir à un groupe. Au niveau du groupe, on a des négos qui posent un cadre global, donc qui amène une certaine harmonie, et qui derrière va être décliné en se précisant au fur et à mesure. Bien sûr, ça prend du temps parce qu'on a la négo de groupe, ensuite on a la négo d'entreprise, ensuite on a la négo d'établissement. Mais on a la garantie, c'est qu'un salarié qui est dans un établissement ici, puis qui va partir sur un autre établissement de la même entreprise, et bien, il n'aura pas des écarts phénoménaux, et pareil entre les entreprises du groupe. Donc après, la limite de ce truc-là, c'est qu'on ne pourrait pas faire un accord de groupe qui s'appliquerait pour tout le monde. Peut-être qu'on trouvera un exemple, mais parce que la réalité de chaque établissement est différente, entre le siège social, entre les commerciaux, entre la production et ainsi de suite, il y a forcément des différences. Mais au moins, ça permet d'harmoniser et d'apporter un peu d'équilibre, quoi. Et depuis donc 2016, l'accord de groupe a une puissance de feu considérable. Puisque, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le texte a été modifié, c'est que dans un groupe, il peut y avoir comme ça effectivement des dispositifs, des accords d'entreprise du groupe qui ont des contenus différents. La particularité de l'accord de groupe depuis 2016, c'est que l'accord de groupe peut, par une sorte de miracle juridique, réviser les accords d'entreprise. Alors que parfois, ce ne sont pas même les mêmes organisations syndicales de salariés qui signent l'accord de groupe que celles qui ont signé l'accord d'entreprise. Donc il y a une puissance de feu considérable, c'est-à-dire réviser, il peut en quelque sorte se substituer aux dispositions des accords d'entreprise par cette négociation de groupe, et non seulement se substituer pour le présent, mais y compris se substituer ou l'interdire pour l'avenir. C'est-à-dire que le texte prévoit que l'accord de groupe peut interdire ensuite, sur les thèmes négociés par l'accord de groupe, aux entreprises d'y revenir, de négocier quelque chose, quel que soit le contenu, sur le thème
contenu dans l'accord de groupe, dès l'instant où l'accord de groupe interdit des négociations entreprises. C'est une puissance de feu considérable qui a été faite effectivement pour essayer d'harmoniser les situations sociales des salariés des entreprises du groupe. Mais c'est, d'un point de vue juridique, c'est parfois un peu étonnant, quoi. Surtout réviser un accord d'entreprise avec des organisations syndicales qui ne sont pas forcément les mêmes. Enfin, c'est pas tout à fait réviser, c'est se substituer. La notion de substitution est un peu étonnante, mais voilà, mais une puissance de feu considérable donnée à l'accord de groupe qui n'était pas, au fond, qui est rentré dans le code du travail en 2004, quelque chose comme ça. Et là, en 2016, d'un seul coup, la PAM, non, c'est 2014. Et en 2016, on lui donne une puissance de feu terrible, quoi, à cet accord de groupe. Alors, évidemment, finalité d'harmoniser, d'avoir un statut social un peu identique à toutes les entreprises du groupe sur certains thèmes. Pas d'autres questions, non? Comment? Dans cette même lignée, en est-il de même au niveau de l'UES et de l'établissement? Oui. Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est là aussi pourquoi faire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle des accords, mais en fait les accords, il y a autant de catégories d'accords qu'il y a d'entreprises. Enfin, je pense que l'accord d'établissement, il doit avoir une visée opérationnelle. C'est-à-dire qu'on a des mesures qu'on a décidées à un niveau qui maintenant doivent être concrétisées. Si je peux prendre le parallèle, tiens, pour le protocole d'accord préélectoral. On va négocier au niveau de l'entreprise le protocole d'accord préélectoral et au niveau de chaque établissement, on va définir l'horaire des bureaux de vote, l'emplacement des bureaux de vote, le nombre de bureaux, enfin, comment on va prendre en charge le casse-croûte à midi, ainsi de suite. Donc voilà, sur des choses opérationnelles. Et à partir du moment où on négocie le temps de travail au niveau, par exemple, de l'UES ou au niveau de l'entreprise, revenir dans l'établissement pour dire, voilà, ben, on a mis en place une organisation en 5-8. Chez nous, compte tenu de notre spécificité, de notre boulot, de notre culture, nos habitudes, et ainsi de suite. J'ai un exemple assez rigolo, c'est qu'il y a un quart d'heure d'écart entre les gens qui habitent à Lyon et les gens qui habitent à Montluçon sur l'organisation d'un même service. Et la question, c'est de se dire, mais pourquoi un quart d'heure? Parce qu'à Lyon, à un quart d'heure près, vous êtes dans les bouchons. Et donc, à Lyon, l'accord d'établissement avait décalé d'un quart d'heure. Donc, toute la France bossait au même horaire, sauf à Lyon, où on bossait un quart d'heure plus tôt pour pas être dans les bouchons. Et ça, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire que des principes qui sont communs à toute l'entreprise, tout le groupe, toute l'UES, et qui derrière sont déclinés concrètement au niveau de l'établissement, c'est là où l'intelligence a sa place dans la négociation. Sur l'UES, une question qui me perturbe toujours un peu, c'est de savoir quelle est la nature de cet accord d'UES. Autrement dit, est-ce que c'est un accord d'entreprise ou est-ce que c'est un accord inter-entreprise, hein, puisque chaque composante de l'UES, c'est une entreprise. Et donc la question se pose de manière permanente de savoir si c'est un accord inter-entreprise, d'ailleurs, accord inter-entreprise qui a été créé avec la loi de 2016. Donc ça aussi une innovation. Et là, on ne sait pas bien si l'accord d'UES, c'est un accord d'entreprise ou un accord inter-entreprise, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Forcément, si c'est un accord d'entreprise, on peut imaginer, sous réserve qu'il soit négocié au niveau de la structure de tête, peut-être par des délégués syndicaux centraux d'entreprise de cette US. Mais sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait que chaque composante de l'US signe avec ses délégués syndicaux l'accord du US pour le transposer dans chacune des entreprises. Mais c'est une vraie question, c'est juridique et qui n'est pas d'une clarté absolue. Non, c'est pas tranché. Ouais, accord entreprise ou accord inter-entreprise, et c'est pas tout à fait la même chose quand même. Pour intervenir dans quelques US, justement, où il y a des délégués syndicaux et de la négociation, en pratique, les délégués syndicaux, dans cet exemple, en tout cas, sont représentatifs au niveau de l'unité économique et sociale, et le syndicat l'a désigné en tant que délégué syndical de l'unité économique et sociale, avec son petit nom qui va derrière. Et donc, il y en a deux organisations différentes, et les négociations se passent toujours au niveau de l'UES. Mais l'avantage, c'est qu'on a véritablement un métier identique, quelles que soient les sociétés. Donc c'est vrai que les accords qui sont négociés se déclinent assez facilement dans toutes les sociétés. Ça serait sûrement assez différent si on n'aurait sûrement pas d'US d'ailleurs, si on avait des activités différentes, mais pour le coup, là, c'est vraiment une activité totalement identique. Et enfin, pour terminer sur le niveau de la négociation, selon vous, quels seront les thèmes susceptibles d'être pilotés au niveau supra-entreprise, en particulier au sein de groupes réunissant des activités bien hétérogènes?
susceptible d'être piloté, ce qui peut présenter un intérêt. On l'a dit tout à l'heure, les accords de groupe sont évidemment possibles, avec l'effet de substitution qui peut jouer. Et moi, je ferai le raccord avec ce qu'on a dit précédemment sur des sujets qui mériteraient qu'il y ait une approche très globale. On citait l'égalité professionnelle, moi c'est un thème que je verrai. On citait la GPEC tout à l'heure. La dynamique, M. Morin, vous avez parlé de puissance de feu, l'accord de groupe, mais de ce point de vue-là, elle me semble très positive. C'est-à-dire, si on arrive à définir au niveau du groupe des choses intéressantes sur ces deux thèmes un peu compliqués, à mon avis, ce sera quelque chose de très positif. Protection sociale, c'est difficile d'imaginer que dans les entreprises du groupe, les salariés n'aient pas le même régime de protection sociale. Et là, c'est vrai que l'accord de groupe est vertueux, là, bien sûr. Bien, dorénavant, je vais laisser la parole à Thomas. Juste, excusez-moi, non, ça me fait penser, mais c'est une petite réflexion qui n'est pas forcément uniquement de nature juridique. Ce qui est quand même intéressant, c'est voir l'effet d'un accord de groupe sur ces thèmes-là et le mettre en parallèle avec ce qu'on disait sur la négociation obligatoire d'entreprise. Je suis quand même frappé à chaque fois de cette espèce de dialectique entre la place importante de l'accord d'entreprise et le fait qu'il peut y avoir cet encadrement, toujours sur le plan conventionnel, mais au niveau du groupe notamment. Même pas de la branche, au niveau du groupe. Ça, c'est intéressant quand même. L'idée de faire redescendre la négociation dans l'entreprise, au plus près des acteurs, finalement, des salariés et des syndicats de salariés. En même temps, on a développé cette idée que ça pouvait se passer à un niveau un peu différent qu'est le groupe, et qui n'est plus tout à fait les acteurs de terrain. Enfin bon, c'est un peu paradoxal. Alors à présent, nous allons plutôt nous intéresser à la lettre des articles qui constituent le cœur de cette réforme, via la question de l'aménagement de la négociation obligatoire. Alors, la première question est la suivante. Quels outils pour l'aménagement de la négociation obligatoire sont-ils à disposition ? Je ne sais pas s'il faut que mais l'un des outils, c'est forcément l'accord de méthode. Voilà, ça fait un peu répondu, mais forcément, c'est l'accord de méthode. Je sais que dans une entreprise dans laquelle j'ai participé, sur l'accord de méthode en question, dans cet accord de méthode, et préalablement à la négociation, à toute négociation, ils font venir un expert sur le thème de la négociation. Et c'est dans l'accord de méthode. L'expert étant choisi d'un commun accord entre les organisations syndicales de salariés et l'entreprise, et donc ils font venir un expert sur le thème de la négociation, qui participe à une journée donc de formation, formation, mais qui réunit à la fois les organisations syndicales de salariés et tout le staff des DRH, etc., de l'entreprise. Et ça, c'est un accord de méthode, effectivement, pour aménager la négociation ou les négociations obligatoires, ou toute négociation d'ailleurs. L'outil principal, c'est l'échange pour négocier. Du coup, il faut trouver du temps. Il faut que l'entreprise, du coup, soit favorable et, du coup, mette en place des organisations qui permettent de donner du temps. Donner du temps, ça passe aussi par du temps de délégation, puisqu'il faut être plusieurs autour de la table pour pouvoir avancer. Mais il faut se donner du temps pour échanger. Et je rebondis sur la question d'après, sur la fréquence. La fréquence va dépendre de ce que souhaite l'entreprise en termes de négociation. Les sujets sur lesquels déjà elle sait qu'elle va aller plus loin et du coup sur ces sujets-là, il faudra effectivement trouver du temps pour échanger, peut-être faire des groupes de travail pour avancer. On n'avance pas chacun de son côté. Et dans les autres outils, il y a l'agenda social, c'est-à-dire commencer par se mettre d'accord entre partenaires sociaux, employeurs, organisations syndicales, des thèmes qu'on veut aborder, dans quel sens, dans quel ordre. Et moi je vois que dans les entreprises où ça a été mis en place depuis 3, 4, 5 ans, cette notion d'agenda social, elle a fait changer l'image de la relation sociale. Parce que du coup, la négociation n'est plus un truc bizarre sur lequel on va s'affoler pendant quelques semaines et puis après qui va retomber. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'entreprise progressivement et qui met en avant, y compris au regard des salariés, que la négociation, c'est la façon d'avancer. En règle générale, ce qu'on obtient à coup de pelle, on va le reperdre dans les mois, les années qui suivent. Ce qu'on obtient par la négociation, on le conserve. Alors vous me trouverez des exemples contraires, mais tout ce qui a été obtenu par le conflit pur, en règle générale, ça disparaît dans les années qui suivent.
Je ne sais pas si c'est un outil, mais ce qui est embêtant dans la négociation et ce qui freine un certain nombre d'employeurs, notamment à négocier, c'est l'ampleur, parce qu'il y a X thèmes, vous les avez tous cités un par un, entre les thèmes et les sous-thèmes de négociation, à défaut d'accord et de montage interne. Ça décourage, ça donne pas envie, ça désintéresse en réalité. Et je ne sais pas si c'est un outil, mais c'est déjà ce serait intéressant qu'on puisse déjà repartir peut-être sur des méthodes pluriannuelles, pas tout négocier d'un coup, mais s'attacher vraiment à des sujets. Vous évoquiez avoir besoin, alors il y avait l'employeur qui a besoin, on imagine que les salariés, ils ont aussi leurs besoins, mais c'est déjà arrêter de parler de contraintes et peut-être d'un schéma qui se déclinerait sur des périodes beaucoup plus longues. Alors, on va dire que les textes permettent de négocier ça, mais encore faut-il déjà avoir la conscience qu'il y a un intérêt. Vous l'avez évoqué en premier lieu, c'était parmi vos premiers mots, c'est qu'il faut une volonté de négocier, il faut être au moins deux. Et déjà, il faut travailler sur cet aspect, mais ça demande une vraie réflexion en amont, et de ne pas vivre au jour le jour, mais les négociations, c'est une perspective vers l'avenir. Tous les thèmes sont des thèmes d'avenir, l'égalité, la QVT, la GPEC, etc., sont des thèmes où il faut se projeter devant. Ce qui manque un petit peu aujourd'hui, c'est justement pour pas mal de dirigeants, c'est de se projeter sur tous ces thèmes et de voir un intérêt à la négociation. Alors je ne sais pas s'il y a un outil, un guide, une pédagogie ou une culture à modifier un petit peu, mais aujourd'hui on est plutôt la tête dans le guidon et à voir au jour le jour plutôt que de se projeter et d'y voir l'intérêt de cette négociation. Effectivement, de prioriser via l'accord de méthode, du coup, les thèmes abordés avec un échéancier, du coup, à mettre en place en face pour... Ça rejoint l'agenda social. Ouais. C'est fondamental, évidemment. On se crée comme ça des obligations, mais souhaitées de négociation. Donc, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et donc, c'est vrai que participer de construire dans l'accord de méthode les moyens, la formation, l'information, les thèmes de négociation, le temps à y passer, le nombre de réunions, etc., tout ça, ça paraît fondamental pour un développement harmonieux et utile de la négociation, quoi. Mais bon, c'est aussi du temps, quoi. Et de la volonté. Personne n'a d'autres éléments à ajouter ? Alors, Maître Lamal, vous avez dit qu'il ne faut pas tout négocier d'un coup. Je vais rebondir sur vos propos pour enchaîner avec la deuxième question qui est, selon vous, quelle doit être la fréquence des négociations ? On a déjà pas mal évoqué ces sujets. Il y a un sujet qui est annuel et qui me semble pas très choquant, c'est les salaires. J'avoue que ce thème annuel ne me choque pas. J'ai pas d'idée toute faite. Au-delà de la période... 3, 5 ans, il y a des sujets comme la GPEC, j'imagine pas qu'on revienne autour de la table tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est des thèmes qui se mettent en place une fois mais qui demandent des résultats sur l'avenir, donc 5 ans peut-être, mais à nouveau on tombe dans l'obligation. Non, ce qui serait intéressant aussi, c'est plutôt de répartir, et on en vient à nouveau à cet agenda social, c'est ça son nom, qui nous permettrait de répartir sur le temps, au fil de l'eau, les thèmes de négociation, plutôt que de voir arriver un camion entier à négocier chaque année, voilà, le répartir, peut-être de façon harmonieuse, et je pense que chaque entreprise pourrait avoir sa propre répartition. C'est le sujet de cette réforme, qui est de pouvoir monter cette répartition avec un maximum de 4 ans. Ça semble intéressant. Mais plutôt qu'une vraie périodicité, vraiment un étalement. Il y a eu une évolution au niveau de la réglementation sur le terme qui était utilisé. On parlait de NAO, aujourd'hui on parle de négociation obligatoire. Donc effectivement, on n'est plus sur le cadre de l'année. Et du coup, c'est des réunions qui doivent se tenir de façon régulière tout au long de l'année pour avancer sur les sujets. Et du coup, dans le cadre de l'accord de méthode, par exemple, d'avoir un certain nombre de sujets avec des dates butoirs. La fréquence, elle va dépendre des sujets sur lesquels on souhaite avancer. Alors, si vous le voulez bien, on va pouvoir passer à la troisième question. Selon vous et en pratique, est-ce que des sous-thèmes ne pourraient pas être éludés lors de la négociation obligatoire ? Je ne sais pas si ça a éludé, mais ce qui est drôle aujourd'hui, un thème... Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je vais dire, mais bon, je le dis quand même. C'est de retrouver un thème qui date de 30 ans, qui est ressorti des cartons, le droit d'expression des salariés. Est-ce que c'est un sous-thème de la QVT? Et c'est étonnant, ce dispositif qui est né en 1982, qui a moyennement bien marché, c'est moins qu'on puisse dire, plutôt moins bien que mieux d'ailleurs. Et donc ce thème-là est ressorti il n'est pas ressorti parce qu'il n'a jamais été abrogé, hein. Mais en fait, voilà, on le retrouve dans le thème de la QVT, le droit d'expression des salariés. Voilà. Bon, peut-être qu'on pourrait s'en passer, mais enfin, encore que...
Je pense que c'est une vraie opportunité pour sortir de la logique que le dialogue social, ce serait que les organisations syndicales et la direction. Moi, ça me tue. C'est-à-dire que les salariés qui pensent qu'on est dans du syndicalisme par délégation. C'est-à-dire que le délégué syndical, on l'envoie au casse-pipe. S'il réussit, c'est une victoire collective. S'il merde, c'était de sa faute. À un moment donné, faire un conseil d'atelier. Moi, ça m'est arrivé à des personnes qui disaient « Ouais, je suis pas contente. » Eh bien, faites un conseil d'atelier. C'est quoi? Vous allez vous réunir pendant votre temps de travail, vous imposez à l'employeur le jour de la réunion, vous faites une liste de questions, il est obligé de répondre sous 15 jours par écrit. Et là, tout le monde fait « Oh ben non, finalement, c'était pas vraiment un problème. » Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours cette relation à l'employeur où il y a... Ben non, alors, il y a pas mal de boîtes, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis dans des accords le droit d'expression, et donc du coup, ça lève les dispositions de la loi Auroux, c'est plus simple, il y a moins de contraintes, ainsi de suite, mais donc du coup, c'est plus vu comme un temps de droit d'expression. Et je pense au contraire que c'est une bonne idée de remettre le sujet en question, pas sous la forme de la loi Auroux avec les conseils d'atelier de service, mais de se poser la question de dire comment les salariés sont acteurs qu'autrement en marmonnant dans leur bureau que tout va mal, comment ils prennent une vraie part dans le dialogue social de l'entreprise, et qu'à un moment donné, les organisations syndicales ne sont pas à leur place, mais font avec elles, enfin font avec eux. Voilà, quoi. Moi, je voudrais juste dire un truc sur la BDES, du coup, vite fait. C'est que la BDES, c'est une usine à gaz qui a été inventée pour pallier au manque de communication de l'employeur vis-à-vis des salariés, enfin des représentants des salariés, qui a été contraint tout de suite par les employeurs qui se sont dit bon, ils en veulent, on va leur en donner. Donc ils ont fait de la censure par l'excès en mettant des piles de documents comme ça, qui sont dans un logiciel informatique imbuvable, qui est mal trié, mal organisé, ainsi de suite. Donc cette négociation-là, c'est un vrai moment de se dire de quoi j'ai besoin vraiment pour bosser. Je ne vais pas vous demander des tableaux croisés dynamiques avec des trucs dont je ne saurais même pas m'en servir. De quoi j'ai vraiment besoin et de quoi l'entreprise a vraiment besoin comme tableau de bord pour avancer. Si vous avez, allez, on va dire 30 secondes à perdre et que vous aimez Légifrance, allez chercher le décret qui parle de la BDES pour les boîtes de moins de 300. Vous allez avoir l'impression que vous êtes trompé, d'être tombé sur celle de plus de 300. Donc du coup, vous allez regarder plus de 300 et là, vous allez avoir peur. Parce que pendant que l'entreprise est en train de faire des tableaux avec des statistiques, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments à aller chercher sur les GAPRO, des choses comme ça, mais quand vous voyez le niveau de détail qu'impose le législateur, eh ben vous vous dites que pour une fois, alors ça c'est une expression complètement auvergnate, puisque c'est pour une fois, les organisations syndicales ont la queue de la poêle dans la main. C'est-à-dire que c'est en arrivant en négociation avec l'employeur, on est prêt à négocier le contenu de la BDES, ils rendent service à l'employeur, et que donc du coup, dans cette fameuse état d'esprit de la négociation à somme non nulle, on peut peut-être dire à l'employeur, on vous lâche un peu la pression sur la BDES, et en contrepartie, on voudrait peut-être des choses sur les conditions de travail. Je pense que c'est un bon outil que le législateur a donné pour dire aux salariés, enfin aux représentants des salariés, là-dessus, vous avez la possibilité de rendre un service à votre employeur, et normalement, un service en vaut un autre. C'est ça. La BDES, il y a 700, plus de 300, il y a 750 indicateurs, je crois. Quelque chose comme ça, c'est effrayant, quoi. Effrayant. Et en revanche, effectivement, le texte permet, par la négociation, à définir les indicateurs, non pas les réduire pour les réduire, mais les indicateurs adaptés à la consultation, puisque la BDES, elle sert, en théorie, à la consultation du CSE. Et là, effectivement, il y a un outil aussi de négociation, puisque sur le CES, il y a une part importante à la négociation, bien sûr. Et sur la particularité de la BDES, effectivement, vous avez raison. Là, si on regarde les indicateurs, ça fait partir en courant, mais il y a effectivement par la négociation la capacité de définir des indicateurs adaptés à l'entreprise, à sa taille, à son fonctionnement, à son économie, etc. etc. Sur la BDES, je ne vais pas me faire l'avocat de cette... au-delà du raisonnable, on va dire. Mais enfin, si la BDES a été créée, c'est qu'on a fait le constat de carence en matière d'information, et donc derrière, avec les conséquences négatives, c'est la consultation des représentants du personnel. Donc on est parti d'une situation, le législateur est parti d'une situation qui n'était pas très florissante dans les entreprises de ce point de vue-là. Ensuite, sur la périodicité de la négociation, mais moi j'observe que cette périodicité pèse à partir du moment où il n'y a pas d'accord. Donc c'est une conséquence finalement négative de l'absence de négociation dans les entreprises. Ce que je veux dire par là, moi ce qui m'intéresse prioritairement, c'est pas tant l'histoire de la périodicité, c'est pas tant l'histoire du contenu de la négociation, ce sont des questions fondamentales qui à mon avis ne sont pas assez posées, à savoir est-ce que la stratégie économique d'une entreprise est claire et transparente pour les salariés et les représentants du personnel. Si ça n'est pas connu, si ça n'est pas clair, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut négocier que dans le vide, et ça ne produit pas beaucoup d'effets. Est-ce qu'il y a une parfaite connaissance
ou une parfaite lisibilité des choix stratégiques, ceux de la direction d'entreprise et ceux des organisations syndicales. On ne vient pas négocier sur ces thèmes-là, comme ça, au petit bonheur la chance, en se disant oh ben, le Code du travail prévoit ça, ça et ça. Non, on vient avec une certaine technique, on vient avec des objectifs, on vient avec une connaissance de la stratégie économique des entreprises. Et c'est là où le bas blesse, quand on va dans les entreprises, quand on discute avec les chefs d'entreprise, quand on est partie prenante sur des mouvements de négociation, soit directement, soit indirectement, le on, je place à direct, et on s'aperçoit qu'il y a une carence très forte sur ces aspects-là. C'est ça qui nuit d'abord à la négociation. Et je voudrais ajouter au titre des leviers, on a encore la volonté, bien sûr, d'utiliser l'Observatoire du dialogue social dans les départements. Alors certes, c'est pas un plaidoyer pour Domo pour ce qui fait la directe, mais c'est juste pour rappeler, même s'il ne concerne que les boîtes de moins de 50 salariés, mais les textes ne nous restreignent pas. On peut agir au-delà des entreprises de 50 salariés. Alors, vous savez que c'est un observatoire qui réunit les représentants des organisations syndicales et patronales représentatives, et la directe assure le secrétariat. En clair et en vérité, c'est la directe qui anime ces observatoires. C'est comme ça que ça se passe. Bien. Aujourd'hui, on constate, c'est mis en place dans la plupart des départements de France et de Navarre, ce qu'on constate, c'est que les organisations syndicales et patronales ne s'emparent pas de cet outil, ça ne doit être qu'un outil pour aborder frontalement un certain nombre de questions. On y va timidement, c'est très bien, c'est pas la première séquence, on aurait vu les organisations syndicales et patronales jouer le jeu, on en est encore sur le plan qui est important de la connaissance de ce qui se fait. Connaissance quantitative et qualitative des accords d'entreprise. Mais l'idée de l'Observatoire, et c'est justement pour une fois, on a un environnement légal et réglementaire qui n'est pas contraignant, qui laisse une porte ouverte, une marge d'appréciation aux ASE et aux OP, qu'elle s'empare de cet outil-là. Le moins que l'on puisse dire, c'est la frilosité très forte de ces organisations, et pas uniquement pour des considérations stratégiques ou tactiques, on ne discute pas avec un tel ou un tel, c'est que derrière, mon propos est peut-être un peu dur, mais derrière, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de stratégie. Et ça, c'est dramatique. Vous pouvez parler tant que vous voulez du dialogue social dans l'entreprise, tant qu'on n'a pas réglé ces questions-là, qui sont des questions basiques, on n'avancera pas. Et c'est une parole de praticien de la question, pas simplement sur le plan juridique, mais sur le plan aussi de ce qui se passe dans les entreprises. Juste une petite anecdote, il y a un dispositif qui est prévu de formation conjointe représentants d'organisations patronales, représentants d'organisations syndicales, assuré par l'Institut national du travail du ministère du Travail et Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Quand on aborde ce genre de questions, on sent très vite les réticences. Or, il me semble qu'une organisation ne vendrait pas son âme au diable en se disant on participe à des séquences de ce type-là, d'information, ça permet de parler avec des représentants d'autres organisations, il y a un aspect positif, moi, il me semble. Bon, on ne désespère pas, on n'est qu'au début, mais là, il y a un véritable enjeu, il me semble, et on tâche de le faire comprendre aux OS et aux OP. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai qu'on constate une méconnaissance finalement des dirigeants, et là on parle plutôt des PME. Je suis un avocat conseil en droit social. La majorité de ma clientèle, ce sont des PME, quelques groupes bien sûr, mais parlons des PME. En fait, oui, ils ne se projettent pas, ils ne montent pas de plan de stratégie d'entreprise avec des années devant soi, plutôt la tête dans le guidon, comme je le disais tout à l'heure, à faire marcher sa boîte à jour le jour. C'est vrai que la négociation, elle n'est pas sa priorité, elle est même finalement mal vue, et de toutes ces obligations, il n'en ressort pas grand-chose, à part un texte où on dit qu'on a évidemment négocié tous les thèmes qui sont visés à l'article machin, et puis le salaire, hein, parce que sinon on va se faire taper par la directe avec certaines sanctions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, en fait, ils n'utilisent pas ces éléments du Code du travail comme de véritables outils de développement, parce qu'ils n'en sont même pas encore là. En fait, ils n'ont pas encore déjà réfléchi à leur économie, à leur plan à 5 ans, à 10 ans, etc. Et c'est sans doute ça qui fait qu'on n'en est pas encore à imaginer que la négociation puisse être un véritable outil. Sur l'Observatoire du dialogue social, les premières réunions on se rencontre et on se présente, ça a eu lieu l'année dernière pendant l'été, entre juin, juillet, septembre, en fonction des départements de la région centre. Ça commence vraiment à s'installer. Je pense qu'il faut leur laisser la chance et le temps.
notamment de gagner la confiance. Et on revient toujours sur ce thème-là. J'ai lu le compte-rendu des différentes réunions des observateurs du dialogue social sur la région pour préparer un peu ce soir, parce que je me disais que ça avait quand même un lien sympa. Quand je vois qu'un représentant d'une organisation syndicale qui n'est pas la CFDT s'oppose au fait qu'on discute en Indre-et-Loire sur des périmètres au-delà de 50, c'est forcément que derrière doit y avoir une appréhension, le père de se faire avoir sur quelque chose, et ainsi de suite. Donc il faut laisser le temps de se connaître et d'avancer. Et je pense que c'est un bon outil une fois qu'on sera rendu compte, enfin que tous les partenaires se seront rendus compte que c'est pas des ennemis qu'on a en face de nous, mais plutôt des partenaires, qu'on sera passé de la logique d'emmerdeur social à partenaire social. C'est peut-être un endroit où on peut expérimenter ça, puisqu'aujourd'hui, si on prend les boîtes de moins de 50, il y en a plus de 90% qui n'ont pas de représentation syndicale. Donc ça veut dire que la culture dialogue social, elle n'est pas là, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'on a une espèce de pépinière de dialogue social que peuvent être ces observatoires. Alors je tiens à remercier Monsieur Carraro pour avoir rattrapé mon oubli. Alors à présent, si vous avez rien à ajouter sur la B2S ou sur l'avant-dernière question que j'ai posée tout à l'heure, on va pouvoir passer à la conclusion et donc à la dernière question de cette table ronde. Alors cette dernière question est la suivante. Vous y avez déjà en partie même plutôt bien répondu, mais je vous la pose quand même. Pensez-vous que la faculté d'augmenter la périodicité des négociations est pertinente sur chacun des thèmes? Et j'irai même plus loin, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas, sur certains thèmes, aller plus loin que la limite de 4 ans imposée par le Code? La question que je vous posais, c'est est-ce qu'il faut longtemps pour aller loin? En fait, il n'y a pas de réponse à la question. Je fatigue, là, je commence à faire le con. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est-à-dire que la question, c'est quelle est l'échéance adaptée. Je connais des entreprises où on pourrait négocier les salaires 2 fois par an. C'est-à-dire que la visibilité est tellement courte sur l'activité de la boîte et les carnets de commandes que l'employeur, il n'est pas forcément opposé au fait de donner de l'argent aux salariés, mais il est incapable, et sérieusement incapable, au mois de janvier, de dire ce qui se passera au mois de septembre. Et donc, on a des artifices, c'est-à-dire qu'on fait des accords conditionnels, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, 0,5% d'augmentation à telle date, et puis à telle date, eh ben, si on a augmenté si on n'a pas bougé le chiffre d'affaires, c'est 0, si ça a augmenté de 3% c'est tant, et ainsi de suite. Mais si demain, on pouvait dire, ben, on négocie en 2 fois les augmentations de salaire, pourquoi pas, et par opposition, il y a des boîtes où on ne prendrait pas de risque à planifier une augmentation de salaire régulière, de temps, même assez généreuse, sur les 15 prochaines années. Je ne pense pas que le prix du flacon de parfum va beaucoup baisser dans les années qui viennent. Voyez. Donc il y a, à un moment donné, la question de se dire, c'est quelle est la bonne périodicité en fonction de la situation dans laquelle on est. Effectivement, je vous rejoins sur le fait que ça dépend des entreprises. Et puis après, nous, en tant que professionnels, un accord d'entreprise, même quand il est signé, il peut être révisé. On prévoit toujours la possibilité de le réviser. Donc, on n'est pas contraint par le temps. Et ça rejoint ce qui a été dit tout au long de la table ronde. On parle de négociation obligatoire. Aujourd'hui, je pense que les entreprises qui ont tout compris, c'est celles qui ne le voient pas comme une obligation, mais plutôt comme un levier pour avancer. Oui, et puis, vous savez que là aussi, ça renvoie un peu à la périodicité, c'est que depuis 2016 encore, la durée des accords, le législateur, alors que le principe c'était plutôt l'accord à durée indéterminée, depuis 2016, l'accord est plutôt à durée déterminée, puisque à défaut de stipulation dans l'accord, il est à durée déterminée de 5 ans. Donc ça renvoie bien à des périodicités, ça, indépendamment du choix des acteurs. Mais encore que la durée de l'accord, c'est aussi un thème de négociation, finalement. Voilà. Très bien, alors nous allons pouvoir... Est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter? Alors je vous remercie chaleureusement pour votre participation, puisque sans vous, cette table ronde n'aurait pas pu avoir lieu, ou du moins elle aurait été vidée de sa substance et de son sens. Je vous remercie également à vous tous d'être venus ce soir en cette soirée de Saint-Valentin. C'est ce qui prouve bien que l'amour du droit est finalement plus fort que tout.